Au lever du jour, une promesse solennelle est faite, notre héros s'engage à guérir cette mystérieuse femme blessée, lui offrant ainsi une renaissance, le serment est scellé par une poignée de main pleine d'espoir. Le protagoniste rassure un enfant en soignant sa blessure déjà désinfectée, lui conseillant de faire attention à ne pas retomber. Les enfants, soulagés et joyeux, le remercient chaleureusement, reconnaissant son rôle d'apothicaire bienveillant, un sourire sincère éclaire le visage de notre héros, prêt à poursuivre son chemin. Notre héros consulte sa liste de courses, se demandant par où commencer. Le propriétaire du bazar aux objets d'occasion l'accueille chaleureusement, mais cette fois, il semble ne pas souffrir de son mal de dos habituel. Intrigué, notre apothicaire est invité à le suivre pour un moment. Le propriétaire du bazar tend à notre héros un objet qu'il juge utile, tout en lui confiant qu'une personne importante lui a récemment confié une lourde responsabilité. Intrigué, le protagoniste suit l'homme à travers une porte, tandis qu'une jeune femme les observe en silence. Le propriétaire révèle au protagoniste une elfe épuisée et abandonnée, marquée par les épreuves qu'elle a traversées. Cette rencontre inattendue semble lourde de sens, éveillant la curiosité de notre héros. Le propriétaire évoque une rumeur selon laquelle le corps d'une elfe pourrait servir d'ingrédient pour un remède universel, mais il avoue ne pas avoir les bonnes connexions pour y accéder. Notre héros, intrigué et un peu inquiet, s'agenouille devant l'elfe pour l'examiner de plus près. Le protagoniste observe attentivement les blessures de l'elfe, son œil gauche est manquant, ses dents presque toutes absentes, ses ongles arrachés et ses doigts mous. Il remarque aussi des cicatrices de fouet sur tout son corps et une gangrène avancée. Malgré son état critique, elle semble pouvoir entendre, bien que ses oreilles soient percées, ce qui laisse notre héros profondément troublé par la cruauté qu'elle a subie. L'elfe, dans un souffle faible mais chargé d'espoir, exprime son désir profond de partir, de rentrer chez elle. Cette volonté fragile touche profondément notre héros, qui réalise à quel point elle tient encore à la vie malgré ses souffrances. Une tension émotive intense s'installe entre eux, marquant un tournant dans leur rencontre. Le protagoniste est submergé par l'émotion en entendant ce simple mais puissant souhait, « Je veux rentrer chez moi ». Une douleur profonde se lit dans son regard, tandis qu'il serre le poing, conscient de toutes les fois où ce désir a été piétiné. Un homme lui demande alors, avec un sourire encourageant, ce qu'il compte faire face à cette réalité. Un homme propose cyniquement d'acheter l'elfe comme simple marchandise, à un prix dérisoire, moins cher qu'un animal. Il insiste en menaçant de la vendre à quelqu'un d'autre si le protagoniste refuse. Son sourire froid révèle qu'il ne veut pas qu'elle meure dans sa boutique, mais qu'elle serve ses intérêts. Le protagoniste, le visage marqué par la douleur et la détermination, prend une décision ferme. Il accepte de prendre l'elfe sous sa protection. Son regard intense trahit l'urgence et la gravité de cet engagement. Le protagoniste refuse l'aide d'un sac à dos et insiste pour porter lui-même l'elfe. Malgré l'incrédulité de l'homme qui tient la boutique, pressé par le temps, il promet de soutenir son corps pour éviter qu'elle ne tombe. L'elfe, encore fragile, semble hésitante mais accepte ce geste protecteur. Le protagoniste s'interroge profondément sur la perception qu'a l'elfe de cette situation délicate. Son regard trahit une inquiétude sincère, tandis qu'il cherche à comprendre ses émotions. L'elfe, fragile et hésitante, fixe le protagoniste avec une expression mêlée de surprise et d'incertitude. Le protagoniste porte l'elfe sur son dos, conscient de la dure réalité qu'elle a vécue. Traité comme un simple objet, son expression déterminée reflète la gravité de la situation et sa volonté de la protéger coûte que coûte. Le protagoniste annonce qu'ils vont emprunter un raccourci, ce qui rendra le chemin un peu chaotique. Il encourage l'elfe à tenir bon encore un peu, affichant un sourire rassurant malgré la difficulté. Le regard de l'elfe, à la fois fatigué et attentif, croise celui du héros, renforçant leur lien silencieux. Le protagoniste, épuisé mais déterminé, décide qu'il est temps de faire une pause pour la nuit. Alors que le soleil commence à se coucher derrière les montagnes, il porte toujours l'elfe sur son dos, conscient qu'ils doivent reprendre la route à l'aube pour arriver avant midi. L'elfe, encore fragile et hésitante, murmure faiblement, tandis que le héros s'apprête à retirer le tissu qui la recouvre. Le héros demande à l'elfe de rester là un moment pendant qu'il prépare de la nourriture. Elle semble un peu plus alerte, son regard s'éclaircit légèrement depuis leur départ de la ville. Peut-être que le fait d'être en pleine forêt, un environnement familier aux elfes, lui redonne un peu de force. Le héros goûte la soupe qu'il prépare, espérant qu'elle soit assez douce pour que l'elfe puisse l'avaler sans difficulté. De son côté, l'elfe semble déjà percevoir les odeurs, signe encourageant de son réveil progressif. Leur échange silencieux montre une attention mutuelle et une lueur d'espoir dans cette pause bien méritée. Le héros tend doucement une cuillère de soupe chaude à l'elfe, l'encourageant à prendre son temps pour manger.
Elle fixe la nourriture avec une légère hésitation, mais accepte finalement la première bouchée, signe d'un fragile regain de force. Le héros s'inquiète en demandant si la soupe est trop chaude, tandis que l'elfe, les yeux encore humides, prend lentement la nourriture et commence à manger. Ce premier geste fragile témoigne de son effort pour reprendre des forces. L'elfe continue de manger lentement, chaque bouchée fragile témoignant de ses efforts pour se rétablir. Le héros, attentif, l'interroge avec douceur sur le goût de la soupe, cherchant à s'assurer qu'elle lui convient. Leur échange silencieux révèle une tendresse et une inquiétude sincères. Le héros pose doucement un tissu sur la bouche de l'elfe, suggérant qu'il devrait s'arrêter là pour aujourd'hui. Le silence s'installe, marqué par un léger frisson sur le visage du protagoniste. La nuit tombe doucement, enveloppant la scène d'une atmosphère paisible et mélancolique. L'elfe halète faiblement, la fièvre la consumant malgré ses efforts, son corps couvert de bandages témoigne de la gravité de ses blessures, tandis que la sueur perle sur son front. Le héros, inquiet, redoute une infection grave qui pourrait avoir atteint ses organes. Le héros décide d'administrer un traitement symptomatique en préparant une décoction à base de fleurs de sureau et de bourrache sauvage. Il écrase une pierre magique pour l'ajouter au mélange, puis adoucit la potion avec du miel et du sel. Conscient que son goût est difficile à supporter, malgré la faiblesse de l'elfe, il l'encourage doucement à boire ce remède salvateur. Le héros encourage doucement l'elfe à boire lentement la décoction, espérant que ce remède l'aidera à aller mieux. Malgré sa faiblesse, elle avale le liquide avec difficulté, tandis qu'il la soutient avec tendresse. Peu à peu, ses paupières s'ouvrent, et elle murmure, confuse, cherchant à comprendre où elle se trouve. Le héros, le regard empreint d'espoir et de fatigue, rassure doucement l'elfe en lui promettant qu'elle pourra bientôt rentrer chez elle. Il pose délicatement une compresse froide sur son front, l'incitant à se reposer pour le moment. Le feu crépite doucement dans la nuit, éclairant faiblement la forêt autour d'eux. Le héros veille silencieusement, assis près de l'elfe endormi, dont le souffle paisible rassure malgré sa fragilité. Il lui murmure avec douceur qu'elle pourra bientôt rentrer chez elle, gardant espoir contre la fatigue. Assis près du feu, le héros réfléchit avec amertume aux paroles qu'il a entendues, qu'il juge irresponsables. Il blâme son propre peuple, les Irtano, pour la situation actuelle, tout en exprimant son désir profond d'aider l'elfe à retrouver son foyer. Le conflit entre les 5 races du continent, marqué par une méfiance mutuelle depuis une guerre vieille de 80 ans, pèse lourdement sur ses pensées. Le héros exprime sa vision des races comme de simples différences physiques et culturelles, mais déplore que beaucoup ne partagent pas ce point de vue. Il pense notamment au propriétaire du bazar, qui a maltraité l'elfe sans même en prendre conscience. Il dénonce ceux qui méprisent les autres races au point de ne pas les considérer comme des êtres humains. Soudain, une vision terrifiante envahit l'esprit du héros. Des mains spectrales l'assaillent, symbolisant les accusations et la haine qu'il ressent. Son regard se fige, hanté par le mot « meurtrier » qui résonne dans son esprit, reflet de ses doutes et de sa culpabilité intérieure. Des mains maculées de sang surgissent, entourées de visages fantomatiques aux orbites vides, symbolisant l'accusation implacable qui pèse sur le héros. Le mot « meurtrier » résonne avec force, plongeant son esprit dans un tourbillon de culpabilité et de doute. Le héros observe ses mains, comme pour vérifier leur réalité. Il baisse ensuite la tête, perdu dans ses pensées, avant de lever les yeux, le regard chargé d'émotion. Autour de lui, la nature paisible contraste avec le tumulte intérieur qu'il ressent. L'elfe blessé ouvre lentement les yeux, ses pupilles brillant d'un éclat fragile. Le protagoniste, le regard doux et apaisant, lui adresse un sourire rassurant avant de lui murmurer qu'il va la soulever doucement. La fièvre de l'elfe semble diminuer, mais le héros reste vigilant, conscient qu'ils ne peuvent pas baisser leur garde. Il réfléchit intensément à ce qu'il peut faire pour accomplir son objectif, la ramener chez elle. Son regard est déterminé, prêt à tout pour réaliser ce souhait fragile. Le héros est déterminé à soigner l'elfe pour qu'elle retrouve une vie aussi proche que possible de celle qu'elle avait avant. Malgré les difficultés et le temps que cela demandera, il est prêt à tout donner pour y parvenir. Son regard exprime une volonté inébranlable, malgré les ombres du passé qui le hantent. Le héros reconnaît la gravité des blessures de l'elfe, non seulement physiques mais aussi profondes dans son cœur. Il exprime son désir sincère de l'aider, tout en avouant son ignorance sur la personne qu'elle était avant. Malgré cela, sa détermination à la soutenir reste intacte. Le héros serre doucement la main blessée de l'elfe, révélant son désir profond. Il veut lui offrir un nom porteur d'espoir, un symbole de son souhait pour elle. Cette promesse marque un nouveau départ, chargé de sens et d'émotion. Le héros prononce un nom nouveau, Résure, symbole de renaissance et d'espoir. Il promet de la guérir et de lui offrir une nouvelle vie.
scellant ainsi leur lien par cette promesse pleine d'émotion. L'elfe, marqué par ses blessures, écoute avec attention, un souffle d'espoir naissant dans son regard. Un éclat nouveau brille dans le regard de l'elfe, comme une étincelle d'espoir qui renaît en elle. Pendant ce temps, la préparation du repas annonce une pause bienvenue avant de reprendre la route vers l'atelier. Ils arrivent enfin dans un petit village paisible. Notre gars annonce à Résursan que c'est ici qu'elle va désormais vivre. Une nouvelle vie commence pour ces deux âmes liées par le destin. Notre gars confirme à Résursan que cette maison sera désormais son nouveau foyer. Il lui propose de prendre un bain pour se détendre, puis s'éclipse en lui demandant de patienter un instant. Alors qu'elle s'installe, un bruit à la porte retentit soudainement. Un homme se présente à la porte en tant qu'apothicaire et annonce qu'il a une requête. Une jeune fille joyeuse l'accueille chaleureusement, reconnaissant l'apothicaire comme un vieil ami. Celui-ci s'excuse en expliquant qu'un imprévu l'a empêché d'apporter les friandises promises. La jeune fille taquine l'apothicaire en lui rappelant de ne pas être égoïste, consciente qu'il travaille tard et qu'il est fatigué. Celui-ci la rassure avant de lui annoncer qu'il a lui aussi une faveur à demander. La jeune fille trouve inhabituel que le sensei lui demande quelque chose. Elle lui tend alors des vêtements, précisant qu'ils sont anciens mais faciles à ajuster grâce au cordon. Notre gars la remercie sincèrement, tandis qu'elle lui assure qu'il peut compter sur elle en cas de besoin. L'eau chaude s'écoule doucement dans la baignoire en bois, créant une atmosphère apaisante. Notre gars commence à défaire les cordons des vêtements, tandis qu'une exclamation surprise se fait entendre. Notre gars découvre avec surprise l'ampleur des cicatrices qui marquent le corps de la jeune fille, qui reste impassible malgré sa nudité. Il s'interroge sur les souffrances qu'elle a pu endurer pour en arriver là. Son regard trahit une profonde émotion face à cette révélation. Notre gars lutte contre ses émotions, tentant de rester calme malgré la colère qui monte en lui. Il se demande qui a pu infliger de telles souffrances à la jeune fille. Déterminé, il se concentre sur l'essentiel et commence à soigner ses blessures avec attention. Notre gars commence par soigner les blessures externes avec soin. Il applique une pommade à base de plantes sur les cicatrices, puis recouvre les plaies d'un tissu imbibé d'un fluide spécial pour accélérer la guérison. Il sait que ce pansement devra être changé tous les 3 jours pour être efficace. Notre gars aide la jeune fille à enfiler des vêtements propres, cherchant à lui offrir un peu de réconfort. En découvrant un peigne parmi ses affaires, il se demande si ce cadeau était un geste attentionné de la part d'Ansan. Il caresse doucement ses longs cheveux, marqués par cette petite preuve de bienveillance. La jeune fille, encore marquée par ses blessures, reste silencieuse et immobile, son regard perdu dans le vide. Malgré les soins apportés, la douleur semble toujours présente, mais une lueur d'espoir émane de sa posture plus droite. Le calme de la pièce contraste avec le tumulte qu'elle porte en elle. Notre gars réalise à quel point la jeune fille a changé, une pensée qui le trouble malgré lui. Il ressent un soulagement profond en voyant son état s'améliorer, ce qui le pousse à proposer un repas pour apaiser leur fatigue. Une atmosphère de calme et de réconfort s'installe enfin entre eux. Notre gars apporte enfin le repas, mais il remarque rapidement que la jeune fille tremble. Inquiet, il s'interroge sur son état, craignant qu'elle ait de nouveau de la fièvre ou qu'elle ait froid. Son inquiétude grandit lorsqu'il réalise que son tremblement pourrait cacher un autre besoin urgent. Notre gars porte la jeune fille précipitamment, s'excusant pour son manque d'attention face à son urgence. Malgré son mutisme habituel, elle montre une gêne évidente. En lui donnant à manger, il se demande si ses besoins physiologiques restent un lien vers son humanité, même si elle ne possède plus que ses molaires, ce qui le pousse à envisager une prothèse dentaire comme solution. Notre gars s'inquiète toujours de l'état interne de la jeune fille, redoutant la progression de la nécrose et envisageant l'amputation comme seule solution possible. Il se demande s'il ne devrait pas demander de l'aide à une autre personne, également médecin. Finalement, il décide de la porter lui-même, déterminé à s'occuper d'elle. Après tant d'efforts, la jeune fille semble enfin trouver un moment de paix. Son visage marqué par la fatigue et les blessures s'apaise doucement. Notre gars, observant ce calme retrouvé, ressent un léger soulagement mêlé à une profonde tristesse. Notre gars rêve d'un remède capable de guérir complètement les blessures de la jeune fille, notamment ses yeux et ses membres. Il se souvient alors d'une potion secrète, la Eye Potion, réputée pour permettre la régénération physique. Contrairement aux rumeurs sur un élixir universel elfique, cette potion semble bien réelle et pourrait être la clé de son espoir. Notre héros confie une lettre à un corbeau messager, lui demandant de la transmettre. Pendant ce temps, la jeune femme blessée, assise sur la véranda, observe le départ de l'oiseau. Il lui annonce qu'il va travailler non loin d'ici, prêt à veiller sur elle. Notre héros s'active dans le jardin, déterminé à entretenir les plantes qui serviront à préparer le remède. Il sait qu'il ne peut pas négliger ce travail,
même s'il doit s'absenter un moment. Pendant ce temps, une légère brise agite les feuilles autour de la jeune femme. La jeune femme, les larmes aux yeux, est submergée par l'odeur familière de la forêt qui l'entoure. Malgré la douleur, elle murmure avec émotion que c'est son foyer, un lieu auquel elle tient profondément. Pendant ce temps, le protagoniste continue son travail ardu dans le jardin, le visage marqué par la fatigue et la détermination. La jeune fille entre joyeusement, appelant affectueusement le protagoniste. Il la salue chaleureusement et lui demande si elle est venue l'aider avec les livraisons, ce à quoi elle répond timidement que ce sera juste pour aujourd'hui. Son regard s'illumine d'émerveillement face à ce qu'elle découvre. La jeune fille demande timidement à parler à Résurtchan, la patiente sœur aînée, et le protagoniste accepte, pensant que cela pourrait être un bon stimulant pour elle. La patiente est enfin là, assise calmement sur le canapé, tandis que la petite fille s'approche avec curiosité. Notre héros se met à fabriquer une dentier en s'inspirant de vieux textes, sculptant soigneusement des défenses de sanglier pour former les dents. Pendant ce temps, la jeune fille, intriguée, demande pourquoi Résurtchan ne parle pas, tandis que la sœur aînée reste silencieuse sur le canapé. Notre héros, alerté par l'appel, se retourne pour répondre. Notre héros admet doucement que peut-être elle cherche encore une raison de vouloir parler. La petite fille, les yeux brillants d'espoir, s'approche avec un sourire plein d'enthousiasme. La petite fille, rayonnante, s'exclame fièrement en montrant quelque chose au protagoniste. Ce dernier, surpris, tourne son regard vers elle, captivé par son enthousiasme. Notre héros complimente discrètement le travail accompli, trouvant l'objet très joli. La petite fille, pleine d'enthousiasme, affirme que Résurtchan sera la femme du vieil homme, ce qui choque vivement le héros. Celui-ci se défend en expliquant qu'elle n'est qu'une patiente venue pour soigner ses blessures, tandis que la fillette s'amuse de sa réaction et salue Résurtchan avec un grand sourire. Notre héros s'éloigne doucement, laissant derrière lui une atmosphère apaisante. Résurtchan, les yeux embués de larmes, semble touché et fragile. Il réalise que pour guérir son cœur blessé, il faudra avancer pas à pas, à travers des instants précieux comme celui-ci. Notre héros examine attentivement Résurtchan, notant que son rythme cardiaque est très faible, ce qu'il attribue à la taille de sa poitrine. Il continue de lui prodiguer des soins minutieux, versant un liquide dans son œil. Dans son atelier, il regarde avec satisfaction les prothèses dentaires qu'il a fabriquées, se félicitant silencieusement de son travail accompli. Notre héros insère délicatement une prothèse dentaire dans la bouche de Résurtchan, l'encourageant doucement à essayer. Il lui promet de célébrer la réussite de ce soin ce soir. Pendant ce temps, dans la cuisine, il prépare un steak offert par un fermier, prêt à marquer cette étape importante. Il a mariné la partie tendre dans un alcool et pratiqué de fines entailles pour faciliter la mastication. Avec un sourire encourageant, il invite Résurtchan à manger ce repas préparé avec soin. Elle goûte enfin le steak, ses premières bouchées marquant un moment important. Résurtchan, encore marqué par ses blessures, goûte le steak avec une émotion palpable, ses yeux s'ouvrant grands sous l'effet de la surprise et de la joie. Notre héros, les traits empreints d'espoir et d'appréhension, observe sa réaction avec un sourire sincère. Ce moment symbolise une victoire importante dans leur parcours commun. Résurtchan sent d'abord l'odeur du steak avec attention, puis prend une bouchée. Encore hésitante, notre héros l'encourage doucement, lui rappelant de manger lentement après tout ce temps sans nourriture solide. Peu à peu, elle savoure ce repas, signe d'un progrès crucial dans sa guérison. Submergé par l'émotion, Résurtchan laisse couler des larmes de joie en savourant ce repas si précieux. Notre héros, le regard doux et rempli d'espoir, l'encourage tendrement à continuer. Ce moment fragile et bouleversant scelle une étape majeure dans leur chemin vers la guérison. Notre héros, le regard tendre, encourage Résurtchan en lui demandant si pouvoir manger la rend heureuse. Elle, les larmes aux yeux, semble profondément émue par cette attention et ce progrès. Ce moment intime renforce leur lien et symbolise un pas de plus vers la guérison. Depuis ce jour, Résurtchan commence à retrouver peu à peu sa sensibilité. Notre héros, plein d'espoir, imagine qu'elle pourrait bientôt parler. Plus tôt que prévu, ce signe encourageant laisse entrevoir une nouvelle étape dans sa guérison. Notre héros, plein d'optimisme, prépare un ragoût de bœuf pour Résurtchan, remarquant que son appétit s'améliore. Soudain, elle tousse violemment, ce qui le surprend et l'inquiète immédiatement. Soudain, Résurtchan s'effondre, suffocant et en proie à une violente quinte de toux. Notre héros, paniqué, l'appelle immédiatement, incapable de comprendre ce brusque déclin alors que sa santé semblait stable. L'angoisse envahit la pièce, marquant un tournant inquiétant dans leur combat. Résurtchan lutte pour respirer,
ses yeux injectés de sang et sa poitrine rougissante trahissant la gravité de son état, notre héros réalise avec horreur qu'elle est victime du venin neurotoxique d'une araignée obsidienne, un poison redoutable utilisé depuis des siècles pour les assassinats. Face à cette révélation, il exclut la piste du propriétaire du prêteur sur gage, tandis que le mystère de l'empoisonnement plane sur le village. Notre héros s'interroge douloureusement sur l'identité de celui qui a laissé Resurur-chan dans cet état, évoquant même son ancien maître. Déterminé à ne pas la laisser mourir, il se précipite pour préparer un remède, conscient que le poison commence à faire effet mais qu'il n'est pas encore trop tard. Notre ami prépare un remède à base de charbon pour vider l'estomac de la blessée et utilise Senna pour neutraliser le poison. Anxieux et inquiet, il lui fait boire le mélange, il l'encourage ensuite doucement à tout vomir pour éliminer le poison. La jeune fille commence à vomir sous l'inquiétude du protagoniste, en examinant ce qu'elle a rejeté, il découvre une sorte de coquille étrange, trop dure pour être une simple pilule, il se demande alors si ce fragment a lentement libéré le poison dans son corps. Notre ami remarque des inscriptions étranges sur la coquille, se demandant s'il s'agit d'un langage ancien ou de marque maudite. Pris de panique, il brise violemment le fragment pour en comprendre la nature. Notre ami réalise avec horreur que le poison a été administré de manière retardée, pour que les coupables ne soient pas présents au moment où il agit. Il comprend la malveillance extrême derrière ce plan et son visage exprime une colère et une détermination brûlante. La maison est calme, mais à l'intérieur, Resursan repose, visiblement affaiblie et couverte de pansements. Deux femmes, inquiètes, observent son état critique, réalisant qu'elle ne va vraiment pas bien. Leur inquiétude grandit face à la gravité de sa condition. Notre ami découvre que le poison provient d'un monstre et doit partir récolter les ingrédients pour préparer un antidote. Deux femmes assurent qu'elles s'occuperont de Resursan en son absence. Avant de partir, il leur remet une liste de conseils pour aider à combattre le poison en attendant son retour prévu dans 3 jours. Notre ami confie aux deux femmes la lourde responsabilité de préparer les funérailles si Resursan venait à mourir avant son retour. Il exprime son angoisse de ne pas pouvoir le savoir lui-même et insiste pour qu'elles prennent soin de son corps. L'une des femmes acquiesce avec détermination, acceptant cette tâche difficile. L'une des femmes saisit le bras du protagoniste avec énergie, lui assurant que tout ira bien. Elle le rassure en promettant de bien s'occuper de Resursan pendant son absence. Son regard déterminé apaise un peu l'angoisse du héros. Resursan lutte pour respirer, épuisé mais toujours accroché à la vie. L'une des femmes, pleine de détermination, assure au protagoniste qu'elle fera tout pour la maintenir en vie jusqu'à son retour. Le héros, touché, les remercie avec un sourire empreint de gratitude. Notre ami, le regard empli de détermination, appelle Resursan avec émotion. Il lui promet fermement qu'il la sauvera et lui demande de l'attendre, malgré la gravité de son état. Notre ami s'équipe avec détermination, saisissant une racine de mandragore essentielle à sa quête. Il prépare également un quartz de mana capable de convertir les éléments, prêt à affronter les épreuves à venir. Enfin, il s'engage résolument dans une forêt sombre, conscient de l'importance de sa mission. Notre ami se tient devant l'entrée d'une caverne sombre, prêt à affronter un nouveau danger. Il tient en main un échantillon précieux, les entrailles d'une araignée d'obsidienne, source du poison original qu'il doit étudier. Chargé de son équipement, il se prépare à pénétrer dans cet environnement hostile. Notre ami saisit fermement son arc, ressentant une étrange familiarité malgré le temps écoulé depuis sa dernière utilisation. Un mélange de nostalgie et de détermination l'envahit alors qu'il s'enfonce dans la caverne obscure, prêt à affronter ce qui l'attend. Notre ami avance prudemment dans la caverne, éclairant son chemin d'une lumière magique. Il est convaincu qu'une araignée d'obsidienne se cache ici, essentielle à sa quête. Soudain, il aperçoit une silhouette suspendue dans une toile, signe que sa recherche commence à porter ses fruits. Notre ami repère enfin sa cible et prépare son arc avec précision. Il se tient prêt à décocher une flèche, déterminé à atteindre sa proie. Autour de lui, l'atmosphère oppressante de la caverne semble s'intensifier. Notre ami, déterminé, bande son arc face à l'araignée d'obsidienne menaçante. Il annonce qu'il n'a pas de temps à perdre, prêt à passer à l'action sans hésitation. L'atmosphère devient encore plus tendue alors que le combat s'annonce imminent. Notre ami décoche une flèche avec une précision implacable, frappant l'araignée d'obsidienne en plein cœur. La créature pousse un cri de douleur tandis que son corps commence à se briser sous l'impact. Notre héros reste concentré, prêt à enchaîner pour ne laisser aucune chance à son adversaire. Soudain, une nouvelle menace surgit, forçant notre héros à se défendre avec rapidité et agilité. Il esquive de justesse une attaque et riposte avec son épée, frappant violemment son adversaire. La tension monte alors qu'il réalise que le combat est loin d'être terminé.
notre ami puise dans ses anciennes compétences, malgré sa rouille, pour affronter la menace, il se concentre, déterminé à rester vif pour protéger Résursan, laissant son passé derrière lui, la tension est palpable alors qu'il prépare son prochain mouvement. D'un cri puissant, le protagoniste libère une attaque magique concentrée, envoyant une flèche d'énergie fulgurante vers son adversaire, sa détermination éclate dans chaque éclat lumineux qui entoure son geste, l'assaut est lancé avec une précision et une force dévastatrice. L'attaque magique percute violemment l'ennemi, provoquant une explosion d'énergie spectaculaire, notre ami ne relâche pas sa concentration, prêt à enchaîner, la puissance de son assaut semble avoir pris l'adversaire au dépourvu. Notre ami, épuisé mais déterminé, récupère une flèche plantée dans le sol, il se prépare à retourner auprès de Résursan, conscient de l'urgence de la situation, chaque souffle trahit la fatigue accumulée, mais il sait qu'il doit continuer. Le remède est enfin prêt après un long travail de préparation, le protagoniste s'excuse pour l'attente, prêt à administrer l'antidote, une tension palpable entoure ce moment crucial. Le protagoniste, le regard déterminé, encourage la blessée à tenir encore un peu, malgré son état fragile, elle entend ses paroles rassurantes, la guérison est proche. La nuit est tombée, enveloppant la maison d'une atmosphère calme et pesante, le protagoniste reste assis près du lit, observant la blessée avec une attention mêlée d'inquiétude, elle lutte contre la douleur, ses traits marqués par la souffrance mais toujours pleine d'espoir. Son souffle redevient plus régulier et sa poitrine, autrefois enflammée, s'est apaisée, le protagoniste, soulagé, réalise que le pire est derrière eux, il serre doucement sa main, gardant espoir pour la suite. Le protagoniste, le visage marqué par la fatigue et l'inquiétude, serre doucement la main bandée de la blessée en lui murmurant des paroles rassurantes, malgré la douleur visible sur son visage, elle trouve un peu de réconfort dans cette étreinte, l'espoir semble renaître dans ce moment de silence partagé. Une silhouette lumineuse s'élève au-dessus d'ombres tentaculaires, appelant doucement Résursan, une main brillante s'étend vers le protagoniste, porteur d'un message d'espoir et de réconfort, le regard du héros se fixe intensément sur cette main, symbole d'une promesse de guérison. La blessée, encore faible, ouvre lentement les yeux, illuminée d'une lueur fragile mais déterminée, son regard croise celui du protagoniste, comme un dernier lien silencieux entre eux, malgré les blessures et la fatigue, une étincelle d'espoir brille dans ses prunelles. Le protagoniste, surpris, aperçoit une lumière éclatante et murmure son nom avec espoir, la blessée, encore fragile, semble reprendre conscience et l'appelle doucement, un souffle de vie renaît dans cet instant suspendu. Le protagoniste, le souffle coupé, entend enfin la voix fragile de Résursan qui reprend conscience, elle murmure son nom avec difficulté, marquant un tournant émouvant, une larme perle dans son œil, signe d'un espoir renaissant malgré la douleur. Le protagoniste, anxieux, demande si elle peut voir clairement, tandis qu'elle répond faiblement qu'elle ne le peut pas encore, mais qu'elle sent sa présence, il réalise avec soulagement qu'elle peut parler à nouveau, une profonde émotion l'envahit, et il murmure combien il est soulagé. Le protagoniste demande doucement à la blessée si elle peut s'asseoir pour l'examiner, et elle accepte avec difficulté, il remarque avec soulagement que sa fièvre et la rougeur sur sa poitrine ont diminué, et qu'il perçoit un léger mouvement dans ses muscles, bien que sa vision ne soit pas encore revenue, ses pupilles réagissent à la lumière, ce qui laisse entrevoir une possible stimulation nerveuse favorisant sa récupération. Une larme coule doucement sur sa joue, signe qu'elle reprend conscience, le protagoniste, surpris, lui demande si elle va bien et si elle ressent encore de la douleur, faiblement, elle murmure son propre nom, comme pour s'assurer de son identité. Le protagoniste s'excuse de lui avoir donné un faux nom, ne connaissant pas son vrai prénom, et lui demande si elle souhaite le lui révéler, la blessée tente de se souvenir, mais avoue qu'elle ne se rappelle de rien, un voile d'incertitude plane alors sur son identité perdue. Le protagoniste réalise que la blessée souffre d'amnésie rétrograde, ce qui complique son retour chez elle, il s'inquiète, car les elfes vivent dans des lieux cachés et elle ne saura pas comment y retourner, déterminé, il cherche une solution pour la ramener en sécurité. Malgré sa confusion et sa douleur, elle exprime avec émotion sa gratitude envers le protagoniste, un sourire mêlé de larmes illumine son visage, témoignant de la sincérité de ses remerciements. Le protagoniste, marqué par la fatigue et l'inquiétude, acquiesce lentement, conscient de la gravité de la situation, la blessée, assise sur le lit, commence à s'adresser à lui avec une nouvelle détermination, une atmosphère de résolution naît entre eux, malgré les incertitudes qui les entourent. Le protagoniste lui assure avec détermination qu'elle ira mieux, promettant de tout faire pour la guérir complètement,
son regard sérieux reflète son engagement à veiller sur elle, la blessée, touchée, semble apaisée par ses paroles. Soulagée de voir Rézur en bonne santé, une jeune femme lui propose de lui préparer un gâteau pour célébrer sa guérison. Elle lui demande si elle aime les douceurs, ce à quoi notre héroïne répond timidement qu'elle aime les sucreries. Une enfant enthousiaste se réjouit déjà à l'idée du gâteau. Le jeune homme s'apprête à aider, mais la jeune femme l'interrompt vivement en lui ordonnant de s'asseoir et de se reposer. Elle remarque alors qu'il a des cernes sous les yeux, preuve qu'il manque de sommeil. Avec un regard inquiet, elle lui reproche de ne jamais assez dormir. Le jeune homme, visiblement épuisé, demande timidement s'il a vraiment l'air si mal en point. La jeune femme lui répond franchement que oui, s'inquiétant que son manque de sommeil puisse le faire s'effondrer comme Rézur Chan. Pour l'aider, elle lui tend une boisson chaude, lui proposant de se reposer un peu. Elle lui sourit avec douceur, lui rappelant que tout le monde a besoin d'un peu d'aide de temps en temps. Elle insiste pour s'occuper de tout, lui demandant de se reposer. Le jeune homme, touché, accepte finalement son offre avec gratitude. Le jeune homme savoure la chaleur de la boisson, apaisé. La jeune femme, souriante et rassurante, échange un regard complice avec une autre fille, tandis qu'elle semble soulagée de pouvoir enfin prendre soin de lui. Peu à peu, la fatigue gagne le protagoniste, qui commence à sombrer dans le sommeil, un léger sourire aux lèvres. Essoufflé, un jeune garçon s'enfuit en courant à travers un champ, visiblement poursuivi. Soudain, une main le saisit brusquement par le col, tandis qu'une voix l'accuse de vol. Les villageois, furieux, le menacent violemment, lui ordonnant de rester loin du village malgré son jeune âge. Ils lui lancent des pierres avec mépris, le sommant de s'en aller immédiatement. Le garçon, blessé et abattu, rampe au sol avant de s'éloigner lentement, seul et rejeté. Seul et accablé, le garçon s'abrite contre un arbre, le regard triste et fatigué, ses yeux reflètent la douleur et le rejet qu'il vient de subir. Dans le silence du champ, il semble chercher un peu de réconfort malgré tout. Le garçon lève les yeux, intrigué par la présence soudaine de quelqu'un. Devant lui se tient une mystérieuse personne aux cornes imposantes, qui s'adresse à lui avec bienveillance, remarquant sa solitude et sa faim. L'étrange personnage aux cornes tend la main avec un sourire rassurant, offrant au garçon de la nourriture et une aide inattendue. Sa proposition semble pleine de promesses, brisant la solitude du jeune rejeté. L'étrange personnage tend la main au garçon avec douceur, l'invitant à se relever. Le jeune, surpris, fixe cette main tendue, hésitant mais touché par ce geste bienveillant. Une lueur d'espoir semble naître dans son regard. Le mystérieux personnage prépare un bol de soupe chaude, qu'il partage avec le garçon au coin du feu. Assis côte à côte, ils partagent un moment de répit et de chaleur. Le jeune héros, les joues rougies, savoure la nourriture avec un mélange de soulagement et de gratitude. Le personnage aux cornes sourit chaleureusement, demandant si la nourriture plaît au garçon. Une jeune fille lui tend une bouchée avec enthousiasme, l'encourageant à goûter. Le jeune héros, un peu hésitant, commence à manger, tandis qu'un homme musclé observe la scène en silence. La jeune fille, les yeux brillants d'émerveillement, exprime avec enthousiasme combien la nourriture est douce et délicieuse. Son sourire sincère illumine la pièce, apportant une chaleur nouvelle au groupe. Le jeune héros, les yeux brillants de larmes, avoue avec émotion que la nourriture est bonne. Son regard exprime une profonde reconnaissance, tandis que les autres sourient, touchés par sa sincérité. Une femme joyeuse déclare que voir cette expression sur son visage valait tous les efforts. Le protagoniste se remémore son passé, réalisant qu'il a lui aussi été dans la même situation que le jeune garçon. Il comprend que sa vie est le résultat de l'aide précieuse d'autrui. Son regard, empreint de gratitude, reflète cette prise de conscience profonde. Un corbeau apporte un message roulé, frappant doucement à la fenêtre. Le protagoniste, surpris, tourne la tête vers l'oiseau, prêt à découvrir ce que ce message lui réserve. Le protagoniste découvre que le message vient d'un vieil ami qui lui répond à propos de Résursan. Intrigué, il lit la lettre où son correspondant exprime son intérêt pour examiner un corps d'elfe, tout en évoquant un besoin d'argent. Le protagoniste réalise qu'il a absolument besoin de l'aide de son vieil ami pour examiner la nécrose de Rézur. Sans cette aide, la seule solution envisageable serait d'amputer ses bras et ses jambes. Le regard du héros, mêlé d'inquiétude et d'espoir, se pose sur Rézur, fragile et blessé. Le duo se met en route pour rendre visite à un vieil ami, sous les encouragements chaleureux de deux jeunes filles qui leur souhaitent un bon voyage. L'atmosphère est à la fois pleine d'espoir et de prudence, alors qu'ils s'apprêtent à partir vers une nouvelle aventure. Le duo prévoit de se rendre au nord, mais doit d'abord traverser une forêt pour atteindre Karuga, où se trouve un magasin de téléportation. Grâce à cet endroit,
ils pourront instantanément rejoindre une ville plus au nord. Avant de partir, elle lui remet un collier, signe d'une précaution supplémentaire pour leur voyage. Elle lui explique que le collier peut servir à envoyer un signal de détresse s'il y met un peu de sa magie. Il sourit, rassurant, en lui demandant de garder cela en tête au cas où ils se retrouveraient séparés durant ce long voyage. Elle acquiesce, un peu inquiète mais déterminée. La jeune fille s'excuse timidement de peser trop lourd, inquiète d'être un fardeau. Notre ami la rassure avec un sourire, expliquant qu'il porte habituellement beaucoup d'ingrédients médicinaux sur son dos, et que cette charge est en réalité plus légère que d'habitude pour lui. Leur marche à travers la forêt continue, renforçant leur complicité malgré les difficultés du voyage. Ils décident de s'installer ici pour la nuit, allumant un feu pour se réchauffer et préparer leur repas. Autour du feu, le silence s'installe, marqué par la gêne du protagoniste qui ne sait pas comment engager la conversation malgré le fait qu'elle ait enfin pu parler. Hésitante, elle prend finalement la parole pour demander son nom. Notre ami, surpris, commence à répondre en balbutiant, visiblement embarrassé. Le feu crépite doucement entre eux, marquant ce moment d'intimité naissante. Notre ami, visiblement gêné, finit par révéler son surnom, Apothecary. Cette confidence marque un tournant dans leur échange, suscitant une réaction surprise chez elle. Elle sourit doucement, acceptant avec chaleur le surnom qu'il vient de lui révéler. Notre ami, un peu réservé, se contente d'un simple « ouais » en retour, préférant garder une part de mystère sur lui-même. Malgré tout, un lien fragile mais sincère commence à se tisser entre eux. Notre ami se rappelle qu'il n'a pas encore mérité de se dévoiler pleinement aux autres. Sa seule priorité reste la sécurité de Rézur, qu'il doit soigner et ramener chez elle. Soudain, il se prépare à faire face à un danger imminent, prêt à dégainer son arme pour la protéger. Un énorme grizzly surgit soudainement des bois, imposant et menaçant. Notre ami, surpris mais déterminé, dégaine son arme, prêt à affronter ce danger inattendu. Le combat s'annonce inévitable face à cette bête redoutable. Notre ami réalise à quel point il sera difficile de fuir avec Rézur, surtout face à un grizzly sauvage et dangereux, sur le point d'hiberner. Malgré la menace imminente, il n'a pas d'autre choix que d'affronter la situation pour protéger celle qui l'accompagne. Une détermination silencieuse s'installe alors qu'il se prépare à agir. Alors que le grizzly s'apprête à attaquer, une mélodie étrange et lumineuse émane soudainement de Rézur, captivant l'attention de la bête. Notre ami, surpris, observe cette transformation inattendue qui pourrait bien changer le cours du combat. Une lueur d'espoir éclaire la situation tendue. Le grizzly, hypnotisé par la mélodie émanant de Rézur, calme peu à peu son agressivité. Notre ami, toujours sur ses gardes, observe la bête qui recule lentement, apaisé par cette étrange harmonie. Rézur, avec un sourire rassurant, promet que tout ira bien, insufflant un espoir fragile au cœur de cette tension. Notre ami, encore sous le choc, interroge Rézur sur sa capacité à communiquer avec les animaux. Hésitante, elle admet ne pas en être certaine, mais elle a ressenti que le grizzly semblait effrayé. Cette révélation intrigue profondément notre héros, qui cherche à comprendre cette nouvelle facette de Rézur. Notre ami remercie Rézur pour son aide précieuse. Encore surpris par l'impact de son intervention, il se demande avec étonnement qu'est-ce qui peut bien effrayer un roi des grizzlies. Rézur, apaisé, esquisse un sourire, tandis que l'atmosphère dans la forêt reste lourde de mystère. Le pharmacien lance des regards glaciaux, tandis que notre héros, en sueur et visiblement mal à l'aise, se tient au centre. Deux femmes l'observent avec méfiance, renforçant la tension ambiante. On se demande alors comment il a bien pu se retrouver dans une telle situation. Une jeune fille emmitouflée, visiblement mal à l'aise, admet que la situation est un gros problème, ce qui surprend fortement notre héros et les deux femmes à ses côtés. Notre héros se sent complètement hors de sa zone de confort dans ce magasin de vêtements pour femmes, tandis que les employés le regardent avec suspicion. Plus tendu qu'au nid de l'araignée obsidienne, il tente maladroitement d'expliquer qu'il souhaite acheter des vêtements d'hiver et des sous-vêtements pour Résurursan, avouant ne pas savoir comment choisir les tailles. Pris de panique, notre héros insiste que ses achats ne sont pas pour lui, mais pour sa sœur malade. Les employés, intrigués, veulent en savoir plus sur son état, ce qui le met encore plus mal à l'aise. Il finit par avouer maladroitement qu'il fait les courses à sa place car elle est en mauvais état, ce qui suscite la suspicion des vendeuses. Les vendeuses le traitent de menteur et l'interrogent sur l'âge exact de sa sœur, ce qui le déstabilise complètement. Notre héros réalise alors que son histoire ne tient pas et que les employés deviennent de plus en plus suspicieux à son égard. La tension monte tandis qu'il sent leur méfiance grandir. Résurur-chan, rayonnante et adorable, reçoit des compliments enthousiastes qui illuminent la pièce. Malgré sa timidité,
Elle remercie doucement Apodkari, touchant les cœurs autour d'elle. Pendant ce temps, notre héros essaie de chasser les regards méfiants des vendeuses, soulagé d'avoir réussi sa mission. Notre héros remarque un silence étrange dans la forêt, sans aucun signe d'animaux depuis ce matin. Il sent que quelque chose ne va pas et suggère de traverser rapidement cet endroit inquiétant. Son compagnon l'interpelle, visiblement préoccupé. Notre héroïne, visiblement tremblante et en sueur, sent une présence inquiétante approcher dans leur direction. Son regard trahit une peur profonde alors qu'elle avertit que quelque chose se dirige vers eux. Ses pas résonnent sur le sol, soulignant la tension grandissante. Notre héros tente de localiser la provenance de la menace, mais il ne parvient pas à déterminer sa direction, seulement à sentir sa taille imposante. Notre héroïne, toujours tremblante, confie qu'elle a un très mauvais pressentiment. Soudain, des bruits de pas lourds se font entendre, amplifiant la tension. Notre héros identifie la menace, une créature mutante qui a effrayé l'ours plus tôt. Il n'a d'autre choix que de se préparer au combat et avale une potion de renforcement qu'il gardait pour les urgences. Il active ensuite une magie sur sa lame, prêt à affronter le danger, tout en demandant à Rézur de rester en retrait. Notre héros esquive avec agilité une attaque brutale de la créature mutante, ripostant aussitôt avec un coup puissant. Le serpent, surpris, recule tandis que notre héros se prépare à enchaîner. La tension monte alors que le combat s'intensifie. Notre héros bondit avec force pour éviter une attaque massive du serpent géant. Il contre-attaque immédiatement, plantant sa lame dans le sol avec puissance. Son regard reste fixé, prêt à réagir au moindre mouvement de la créature. Essoufflé mais déterminé, le protagoniste observe le serpent géant gisant au sol, gravement blessé par son attaque puissante. Il essuie la sueur de son front, prêt à continuer le combat si nécessaire. Sa main serre fermement le pommeau de son arme, symbole de sa volonté inébranlable. Notre héros s'excuse auprès de Rézur pour son retard, tandis qu'elle tremble, visiblement encore sous le choc. Il la rassure en lui expliquant que la menace a été neutralisée avant qu'elle ne puisse causer des dégâts au village voisin. Leur échange révèle une complicité naissante malgré les circonstances difficiles. Notre héros remarque une blessure sur sa main et réalise qu'il devrait probablement utiliser un antidote par précaution. Rézur, inquiète, lui demande si cette blessure va vraiment aller mieux. Leur attention se porte sur cette menace invisible qui pourrait encore les affaiblir. Malgré la fatigue et les blessures, le protagoniste minimise son état, assurant que ce n'est qu'une simple égratignure. Il encourage à avancer, soulignant qu'ils sont presque arrivés à destination. Rézur, soulagé, confirme avec un sourire que c'est rassurant de le voir toujours aussi attentionné. Ils viennent d'arriver à Karuga et se préparent à se rendre rapidement au magasin de téléportation pour continuer leur route vers la ville du Nord. Notre héros explique que son ami, bien que un peu excentrique, est un médecin hors pair. Leur voyage va donc prendre un peu plus de temps, mais il reste confiant. L'homme au béret refuse calmement leur demande, ce qui surprend visiblement notre héros. La jeune femme en capuche baisse la tête, tandis que le regard insistant de l'homme laisse planer une tension inattendue. L'homme au béret explique à notre héros qu'il ne pourra pas téléporter son compagnon, qu'il appelle avec mépris l'oreille longue. Il laisse entendre que ce n'est pas une question d'interdiction, mais plutôt une préférence personnelle. Surpris et inquiet, notre héros demande à ce qu'on lui laisse un instant pour réagir. Notre héros affirme avec insistance que la jeune femme est sa patiente et qu'il se dirige vers le nord pour la faire soigner. L'homme au béret réplique avec un sourire narquois, rappelant que ce service est réservé aux humains. Il ajoute, en observant la jeune femme, qu'il peut deviner ses origines rien qu'à ses traits, malgré sa capuche. L'homme au béret propose une solution à notre héros. Il peut remplir une demande spéciale de transport et payer les frais correspondants. Le protagoniste, surpris, répète à voix basse frais spécial en regardant la jeune femme toujours inconsciente. La jeune femme, les larmes aux yeux, s'excuse avec émotion pour les ennuis causés. Elle semble profondément touchée par la situation, exprimant qu'il n'aurait pas dû se donner tant de mal pour elle. Le protagoniste lutte pour contenir sa colère, conscient que c'est elle qui souffrira en fin de compte. Malgré sa tension intérieure, il écoute l'offre de l'homme au béret, qui propose de doubler les frais pour leur permettre de partir immédiatement. Le protagoniste fixe intensément l'homme au béret, son regard mêlant détermination et tension. Ce dernier, visiblement surpris et inquiet, laisse échapper un cri de stupeur. L'atmosphère devient soudainement lourde, comme si une décision cruciale venait d'être prise. L'homme au béret, visiblement paniqué, s'empresse de préparer ce qui est nécessaire, tremblant sous la pression du regard intense du protagoniste. Ce dernier, portant la jeune femme, semble soulagé en constatant que leur départ imminent est enfin en bonne voie. La jeune femme, malgré la fatigue, affiche un léger sourire d'espoir.
Le protagoniste décline poliment l'offre de payer un supplément, préférant régler la somme à leur arrivée. Malgré la tension, il garde une attitude calme et respectueuse. L'homme au guichet, un peu embarrassé, accepte finalement sa décision. Le protagoniste s'élève lentement dans les airs, porté par une énergie mystérieuse qui l'entoure. Derrière lui, la jeune femme semble toujours fragile, mais en sécurité. L'homme au guichet, abasourdi, réalise à quel point la situation dépasse tout ce qu'il pouvait imaginer. Le protagoniste arrive enfin à Nosberg, une ville du Nord, marquant une étape importante de leur voyage. Une carte détaille leur itinéraire, de Karuga jusqu'à la maison du médecin. Malgré la fatigue, il s'inquiète déjà de l'état de Résure après la téléportation. La jeune femme assure qu'elle va bien, malgré son apparence fragile, tandis que le protagoniste s'inquiète de son état. Il propose de s'arrêter pour dîner, évoquant un plat local appelé shijirop, un pain frit farci de viande, légumes et fromage. Leur échange révèle un moment de répit dans leur périple, sous la neige qui tombe doucement. La jeune femme savoure avec plaisir le shijirop, un plat local croustillant et juteux, qui la surprend agréablement. Le protagoniste, amusé, avoue ne pas s'attendre à ce qu'elle apprécie autant les aliments gras. Malgré la tension liée à leur récente mésaventure, ce moment de partage apporte un peu de réconfort entre eux. Faute de chambre avec 2 lits, ils doivent partager le même lit pour la nuit. Malgré son inconfort, le protagoniste reste attentif à la jeune femme, qui insiste pour qu'il se repose à sa place. Un silence chargé d'émotions s'installe entre eux, soulignant la tension et la fatigue accumulée. Le voyage continue à travers les montagnes enneigées, la tempête de neige rendant la progression difficile. Essoufflé mais déterminé, notre héros lutte contre les éléments pour avancer. Malgré la fatigue, il garde espoir et persévère vers sa destination. L'air se raréfie et chaque respiration devient un combat. Le corps du protagoniste s'engourdit sous l'effet du froid intense, mais il continue d'avancer, poussé par une volonté farouche. Une voix inquiète s'élève, cherchant à savoir s'il tient encore le coup. Malgré son souffle court, notre héros rassure en affirmant qu'il va bien. Cependant, il commence à suspecter que ces symptômes ne sont pas seulement dus à la fatigue, mais aussi à une blessure infligée par un monstre. La tension monte alors qu'il réalise que cette blessure pourrait le mettre en grand danger. À l'abri d'une grotte, le feu crépite, offrant un peu de réconfort face à la tempête qui fait rage dehors. Le protagoniste et une jeune femme reprennent leur souffle. Épuisés mais soulagés d'avoir trouvé refuge, ils proposent de réchauffer la soupe qu'ils ont emportée, cherchant à restaurer leurs forces pour la suite du voyage. La jeune femme, visiblement inquiète, supplie le protagoniste de ne pas trop se forcer. Malgré son épuisement évident, il minimise son état en affirmant qu'il est simplement fatigué. En préparant la soupe, il s'excuse de s'être laissé dans cet état, tandis qu'elle insiste pour lui dire qu'il va vraiment mal. Malgré son état fragile, le protagoniste sourit faiblement et tend une cuillère de soupe à la jeune femme en lui disant qu'elle est prête. Elle le regarde, les yeux embués de larmes, puis s'excuse en acceptant l'aide qu'il lui offre. Le protagoniste lutte pour avancer dans la neige, son souffle court trahissant son épuisement. Il reconnaît s'être une fois de plus surestimé et admet avoir poussé ses limites trop loin. 2 silhouettes l'observent, soulignant qu'il aurait dû se rendre compte de son état bien plus tôt. Le protagoniste, à bout de souffle et incapable de formuler ses pensées clairement, s'excuse en appelant Résursan. Il tente d'envoyer un signal magique, espérant une aide salvatrice. Malgré sa faiblesse, il refuse de s'effondrer, déterminé à sauver Résursan. Soudain, la jeune femme s'éveille, les yeux grands ouverts, et appelle le protagoniste avec inquiétude. Ce dernier, affaibli, la porte dans ses bras, tandis qu'elle lui demande s'il va bien. Le protagoniste est inconscient, épuisé par ses efforts. Résursan, immobilisée et impuissante, réalise qu'il est venu jusqu'ici uniquement pour elle. Elle se sent désemparée, incapable de lui venir en aide malgré tout ce qu'il a fait pour elle. Déterminée à agir, Résursan se souvient de l'amulette que le protagoniste lui a donnée. Elle comprend qu'en y insufflant sa magie, elle peut envoyer un signal de détresse. Malgré sa peur, elle décide de devenir celle qui agit cette fois-ci. Résursan puise toute sa magie dans l'amulette, lançant un appel désespéré à l'aide pour sauver le protagoniste. Malgré la fatigue et la peur, elle concentre toute son énergie, espérant que ce signal atteindra quelqu'un. La lumière éclatante de l'amulette illumine la scène, symbole de son courage et de sa détermination. Résursan se remémore tout ce que cet homme, surnommé Monsieur Apothecary, a fait pour elle. Il l'a sauvée d'un endroit sombre, l'a rassurée de sa voix calme, et s'est même mis en colère pour la protéger. Elle réalise à quel point il s'est sacrifié pour elle. Désespérée,
Elle lance un appel urgent pour qu'on vienne en aide à cet homme bon. L'amulette se fissure sous la pression de la magie, libérant un puissant faisceau lumineux vers le ciel. Malgré sa faiblesse, le protagoniste lutte pour rester conscient, déterminé à survivre. Dans un dernier souffle, il espère que quelqu'un viendra le sauver. Les larmes coulent sur son visage alors qu'elle murmure le nom de Monsieur Apothecary. Sentant l'impuissance l'envahir, elle serre le corps affaibli de cet homme contre elle, espérant que sa chaleur pourra le réchauffer un peu. Malgré sa faiblesse, elle tente de mobiliser ses mains pour le tenir fermement, déterminée à ne pas le perdre. Un mystérieux guerrier s'approche dans la tempête de neige, portant une femme inconsciente sur son épaule. Le protagoniste, affaibli, murmure un appel désespéré à Monsieur Apothecary, espérant une aide salvatrice. L'ambiance est lourde d'incertitude. Cet inconnu est-il un allié ou un ennemi? Un homme demande à Adam de jeter un œil à un enfant, insistant sur le fait que c'est un bon gamin. Adam, occupé par ses recherches, refuse en préférant qu'on lui apporte un corps neuf plutôt que Kurosuke. L'enfant, intrigué, demande qui est Kurosuke en serrant la main de l'homme. Notre gars remarque les mains froides et cousues de l'homme, comparant son regard à celui d'un serpent. Il s'interroge sur l'utilité de sa présence s'il ne peut pas retirer une partie du corps. Notre gars se réveille en sursaut, encore marqué par un rêve du passé. Une voix familière lui annonce qu'il est enfin réveillé, l'appelant par son nom, Kurosuke. Une femme s'adresse à Adam avec un verre à la main, lui reprochant d'avoir encore désobéi aux ordres du docteur. De son côté, Adam, allongé et en sueur, reconnaît la voix et réalise que cela fait longtemps qu'il n'a pas été vu ainsi. Notre gars, encore inquiet, demande des nouvelles de l'elfe Ressurzan. Une femme assise lui explique que grâce à Gauche et à l'elfe, ils ont échappé à une mort certaine. Elle confirme que Ressurzan dort dans une autre pièce, protégée par sa magie qui a permis à Gauche de les retrouver. Notre gars admet finalement qu'il s'est blessé en affrontant un monstre. La femme, furieuse, le réprimande vivement, lui reprochant d'avoir trop forcé et de s'être précipité sans réfléchir. Elle lui conseille de ne pas combattre s'il est aussi faible et de commencer à utiliser sa tête au lieu d'agir impulsivement. La femme se montre soulagée de savoir que le protagoniste est enfin en sécurité, tandis que ce dernier s'excuse timidement. Soudain, elle change d'attitude et lui demande avec malice s'il a de l'argent. Un homme arrive alors en proposant du travail pour qu'il puisse en gagner, mais la réponse du héros est catégorique, il n'a absolument rien. Adamska se présente comme une demi-liche immortelle, ayant sacrifié son corps pour la recherche, et explique que son corps actuel est constitué de parties provenant d'autres personnes. Elle affirme que sa sagesse vient de sa curiosité insatiable. Alors qu'elle annonce qu'elle va aller vérifier l'elfe, le héros tente de l'accompagner, mais elle l'ignore et fait claquer ses doigts. Soudain, il se retrouve menotté et enchaîné au lit. Paniqué, Adamska lui ordonne de rester tranquille un moment, laissant le protagoniste désemparé face à cette situation inattendue. Adamska rassure le héros en lui promettant un examen approfondi de l'elfe, confiant qu'elle et son Aruma s'en occuperont. Malgré son inquiétude, le protagoniste accepte à contre-cœur. Pendant ce temps, Adamska se réjouit à l'idée de travailler à nouveau sur des os d'elfe, entouré de ses compagnons. Adamska se tient prête au chevet de l'elfe inconsciente, déterminée à commencer son examen. Elle croise les bras en prononçant les mots qui marquent le début de son rituel. Une énergie mystérieuse, appelée Aruma, s'active alors autour d'elle, annonçant le lancement de son investigation. Adamska concentre toute son énergie magique, invoquant l'Aruma autour d'elle pour débuter l'examen de l'elfe inconsciente. Des symboles lumineux et des cercles mystiques flottent dans l'air, témoignant de la puissance de son rituel. Notre gars reste immobile, observant avec une attention mêlée d'appréhension. Notre gars et Adamska partagent un repas tout en discutant de l'état de l'elfe inconsciente. Elle confirme que sa peau et ses organes montrent des signes de guérison, ce qui rassure le héros. Cependant, Adamska reste préoccupée par l'état de ses yeux et de ses membres, laissant planer une inquiétude. Adamska explique que la vision de l'œil droit de l'elfe est volontairement bloquée par magie, tandis que l'œil gauche est présent mais déconnecté des nerfs. Notre gars comprend que ce mécanisme sert à la protéger de visions terribles. Son attention se porte ensuite sur l'état inquiétant de ses membres. L'elfe est victime d'une malédiction putride qui propage lentement une infection interne, sans blessures externes visibles. Malgré la régénération naturelle des elfes, la progression ne peut être arrêtée, seulement ralentie. Notre gars, inquiet, cherche une solution, mais Adamska lui rappelle qu'il connaît déjà la réponse. L'elfe, d'une voix faible, interpelle le protagoniste en l'appelant « Monsieur Apothicaire » et souligne la gravité de la situation. Si rien n'est fait, la malédiction pourrait lui être fatale. Le héros, avec une certaine froideur,
admet qu'il devra alors procéder à l'ablation des 4 membres touchés. Notre ami apprend la gravité de la situation, il faudra amputer les 4 membres pour sauver une vie. Alors qu'il avance dans le couloir, il entre dans une pièce où une jeune femme allongée le remercie, il s'excuse pour cette intrusion, attirant son attention. La jeune femme, les larmes aux yeux, appelle doucement le protagoniste, Monsieur Apothecary, et exprime son soulagement de le voir en vie. Le héros, touché, lui offre un regard sincère en retour. La jeune femme remercie chaleureusement le protagoniste, reconnaissant qu'il a utilisé un amulette pour appeler à l'aide malgré son état affaibli. Le héros, quant à lui, s'excuse sincèrement d'avoir mis tout le monde en danger à cause d'une erreur de jugement. Notre ami, visiblement inquiet, avoue à la jeune femme que ses membres sont dans un état pire que prévu. Il lui explique que, malgré l'examen médical réalisé par son ami, sa vie pourrait être en danger si la situation continue ainsi. La tension monte alors que la gravité de son état devient encore plus claire. Notre ami, la tête baissée et visiblement affecté, annonce à la jeune femme que ses membres devront être amputés sur place. Il lui explique la gravité de la situation, renforçant l'urgence de cette décision difficile. Notre ami affirme sa confiance en Adamsan, le médecin, et promet d'être présent lors de l'opération. Pourtant, il s'interroge sur l'inquiétude que ces paroles provoquent chez la jeune femme, dont le visage marqué par la tristesse le touche profondément. Notre ami, la tête basse, s'excuse auprès de Résursan, reconnaissant que ses propres efforts n'ont pas suffi. La jeune femme reste silencieuse, son regard perdu vers la fenêtre, tandis que la tension dans la pièce est palpable, un profond sentiment de regret et d'impuissance plane entre eux. Notre ami, le regard sincère et déterminé, exprime sa confiance en Adamsan, malgré ne pas l'avoir encore rencontré. Il reconnaît sa gentillesse et ses compétences médicales, affirmant qu'il croit en lui. La jeune femme, touchée, répond avec une douce acceptation. La jeune femme, les larmes aux yeux mais souriante, rassure le protagoniste en lui affirmant que l'opération se passera bien, car ils la vivront ensemble. Le regard du héros s'illumine, touché par sa confiance et son soutien. Notre ami, la main posée doucement sur l'épaule de Résursan, la remercie profondément. Émue, elle laisse couler quelques larmes tout en lui répondant avec détermination. Tous deux s'engagent à donner le meilleur d'eux-mêmes dans cette épreuve à venir. Notre ami s'installe auprès de Résursan dans sa chambre, prêt à lui apporter tout son soutien. À l'extérieur, l'imposant bâtiment de l'Institut se dresse, isolé au milieu des montagnes. Dans la salle d'opération, les instruments chirurgicaux sont soigneusement préparés, tandis qu'une main enfile un gant avec détermination. La patiente est allongée, prête pour l'opération, tandis que l'équipe médicale s'active autour d'elle. Le chirurgien, sûr de lui, annonce le début de l'intervention. Une assistante présente des membres de remplacement conservés au froid, expliquant qu'ils sont en meilleur état que d'autres options pour éviter une amputation totale. Le médecin rassure Résursan en lui expliquant que la rééducation sera difficile, mais qu'il fera tout pour que tout se passe bien. Notre ami, déterminé, lui promet qu'il veillera sur elle durant cette épreuve. Malgré la fatigue et la douleur, elle trouve un peu de réconfort dans ses paroles. L'opération commence sérieusement, tandis que le chirurgien prépare la zone à amputer avec précision. 2 médecins se répartissent les tâches, l'un s'occupant de nettoyer la chair et les os, l'autre prenant en charge la section transversale et l'amputation. Leur coordination est parfaite, chacun prêt à intervenir pour sauver la patiente. Résursan, inconsciente mais pleine de confiance, murmure son soutien au médecin. Ce dernier, déterminé, se prépare mentalement à l'opération cruciale qui s'annonce. Conscient de la confiance totale que lui accorde Résursan, le chirurgien se motive intensément. Il se jure de tout donner pour réussir cette opération cruciale, déterminé à ne pas faillir pour elle. Le protagoniste observe ses mains encore bandées, ressentant la fatigue qui l'accable après l'opération. On lui explique que cette épuisante intervention consistait à retirer la chair et les os de sa compagne pour la sauver. Malgré son silence, son regard trahit ses pensées, que la jeune femme devine sans qu'il ait besoin de parler. Le protagoniste serre doucement la main de sa compagne, un geste chargé d'émotion et de gratitude. La jeune femme, bien que fatiguée, lui adresse un remerciement sincère pour avoir trouvé des parties compatibles avec elle. Dans le silence de la chambre, leur lien se renforce malgré les épreuves traversées. La jeune femme explique que son bras, autrefois celui d'une haute elfe, est imprégné d'énergie magique rare et bien conservée, et qu'elle considère cette situation comme une simple expérience. Elle est curieuse de voir quels résultats inattendus pourraient surgir en reconnectant les circuits magiques entre un bras de haute elfe et une elfe ordinaire. Le protagoniste, un brin exaspéré, lui demande de cesser de frotter son bras.
Le protagoniste s'inquiète de l'état de Rézur, qui ouvre lentement les yeux et assure qu'elle va bien, malgré la fatigue. Elle se demande si tout est déjà terminé. Il la rassure en lui expliquant que l'opération s'est bien passée et qu'il n'y a plus de signes de dégradation. Le protagoniste demande doucement à Rézur de s'asseoir lentement, s'inquiétant de la douleur qu'elle pourrait ressentir. Malgré une sensation étrange de légèreté dans son corps, elle assure qu'elle va bien et accepte l'aide proposée en cas de douleur. Elle commence à prendre conscience de ses nouveaux membres, intriguée par cette sensation nouvelle. Le protagoniste rassure Rézur en lui confirmant que ses nouveaux membres ont été parfaitement attachés. Elle reste assise, encore un peu hébétée, tandis qu'il veille à son bien-être. Une lueur d'émotion traverse son regard, mêlée à la surprise face à cette nouvelle réalité. Rézur remercie profondément le protagoniste, encore ému. Cependant, on lui explique qu'elle ne pourra pas bouger ses nouveaux membres avant que ses nerfs et ses voies magiques ne se rétablissent, ce qui nécessitera une rééducation physique. Le héros assure qu'il prendra en charge cette partie, prêt à l'accompagner dans cette étape. On apprend que Kurosuke n'est pas encore totalement remis de sa fatigue et que tous deux devront rester en observation pour le moment. La jeune femme, avec un sourire malicieux, s'adresse directement à Kurosuke, ce qui intrigue le protagoniste. Ce dernier révèle que ce surnom lui a été donné lorsqu'elle était enfant. La jeune femme explique avec assurance que, une fois Kurosuke remis de sa fatigue, lui et Gauche deviendront ses bras et ses jambes. Elle rappelle que c'est la deuxième fois qu'elle lui sauve la vie, insistant sur l'importance de son engagement. Son regard perçant impose au protagoniste de travailler comme si sa vie en dépendait. Quelques jours plus tard, le héros est chargé d'organiser le stockage frigorifique, un lieu immense et glacial. La jeune femme le met en garde contre le risque de se perdre et de mourir de froid, soulignant la difficulté de cette tâche. Le protagoniste réalise enfin la gravité de la consigne. Il doit travailler comme si sa vie en dépendait. Il comprend que l'immense stock de membres humains est lié à un passé marqué par une expérience ratée, qui explique les besoins particuliers de son corps. Cette vérité éclaire aussi pourquoi lui et Rézur ont été sauvés. Le protagoniste s'active avec détermination, balayant sans relâche. Pour lui, ces corvées sont une façon modeste de rendre l'appareil à celui qui l'a sauvé. Malgré la difficulté, il refuse de se laisser abattre. Le protagoniste refuse d'abandonner malgré la fatigue et s'exclame avec détermination qu'il n'a pas encore fini. Une voix lui intime de baisser le ton, rappelant la nécessité de rester discret. La scène s'ouvre ensuite sur un paysage enneigé, soulignant l'isolement et la rigueur de l'environnement dans lequel il évolue. Le protagoniste prend soin de Rézur en lui massant doucement la main pour stimuler la circulation sanguine de ses nouveaux membres. Malgré la gêne, il insiste sur l'importance de cet exercice quotidien pour favoriser la récupération nerveuse. Leur moment est empreint de douceur et de complicité, soulignant l'attention portée à chaque détail de sa guérison. Le protagoniste remarque avec émotion un léger mouvement dans les doigts de Rézur, signe que ses nerfs commencent à se réactiver. Surpris, elle peine encore à ressentir quoi que ce soit, mais cet instant marque un progrès important dans sa guérison. Leur échange est chargé d'espoir et de douceur, renforçant leur lien. Le protagoniste rassure Rézur, lui assurant qu'il n'y a pas d'urgence et que, si elle continue sa rééducation, le jour de sa guérison complète ne sera pas loin. Malgré ses larmes, elle trouve du réconfort dans ses paroles pleines d'espoir. Malgré l'émotion qui la submerge, Rézur trouve la force de promettre qu'elle fera tout pour pouvoir un jour serrer la main du protagoniste. Son sourire, mêlé de larmes, exprime une détermination touchante. Le regard du héros, rempli d'espoir, reflète l'importance de cet engagement. Un sourire doux éclaire le visage du protagoniste, tandis qu'il serre tendrement la main de Rézur. Ces mots, empreints d'espoir, résonnent avec une chaleur sincère, renforçant leur lien et leur détermination commune. Notre gars annonce qu'ils vont partir, s'excusant pour tous les désagréments causés. La jeune femme, visiblement soulagée, promet de faire de son mieux pour la rééducation à venir. Une nouvelle étape commence, pleine d'espoir et de détermination. Une femme propose de sortir un instant pour discuter, tandis que le protagoniste, surpris, accepte timidement. Elle insiste pour que Gauche porte la jeune femme, permettant ainsi au héros de préparer ses affaires. Une question inattendue est posée, mettant le protagoniste mal à l'aise. La femme, avec un sourire confiant, affirme que son corps féminin parfait justifie pleinement leur conversation entre filles. Elle ajoute, sur un ton complice, que si cela pose problème, ils pourront appeler ça un secret entre médecin et patiente. Notre gars, visiblement gêné, acquiesce en silence, tandis qu'elle s'éloigne sur la terrasse. La femme s'excuse de l'avoir fait venir ici, expliquant qu'elle souhaite aborder des sujets très personnels. Rien qu'à deux,
elle révèle que les abus subis par le corps de la jeune femme dans le passé ont gravement affecté ses fonctions féminines. Notre gars est submergé par une sensation étrange, ses souvenirs refusent de se matérialiser, comme effacés de sa mémoire. Malgré cette amnésie, une certitude persiste au fond de lui, liée à son propre corps, une tension palpable envahit son esprit, révélant un conflit intérieur profond. La femme pose doucement la main sur la tête du protagoniste, s'excusant de compliquer les choses. Elle affirme qu'en tant que médecin, elle doit absolument discuter de certains sujets importants avec lui. Une atmosphère sérieuse et chargée s'installe entre eux. Elle explique qu'il est possible de le guérir, mais que cela comporte un risque majeur. Notre gars devra alors faire un choix difficile. Pendant ce temps, un autre personnage observe la scène, intrigué par leur conversation. Notre gars interroge enfin sur l'objet que l'on voulait lui remettre. Un homme massif dévoile alors une étrange armure, que notre héros reconnaît immédiatement. Il s'agit de l'Ergowl. Notre gars confirme d'un simple « Yep ». L'homme massif explique que c'est bien la même armure que celle utilisée autrefois, mais qu'elle a été mise en gage et qu'il l'a rachetée. Une femme précise que cette armure, fabriquée sur mesure par des nains, est difficile à entretenir et qu'elle ne lui est d'aucune utilité. Le héros, surpris, demande s'il est certain de cette information. Notre gars remercie chaleureusement, soulagé de ne pas avoir à faire tout le chemin à pied. Son interlocutrice acquiesce, soulignant que cela sera aussi mieux pour la jeune fille. Le héros réalise alors que cette attention ne lui est pas destinée uniquement à lui, mais aussi à Résursan. Le héros remercie chaleureusement ses compagnons avant de s'élancer sur sa monture mécanique. Résursan, souriante, propose de revenir aider la prochaine fois, tandis qu'une autre jeune femme, confiante, assure avoir déjà récolté des données précieuses. Notre protagoniste réagit avec surprise à cette remarque, montrant son attachement à leur soutien. Le héros s'élance à toute vitesse sur sa monture mécanique, quittant ses compagnons qui lui font un dernier signe d'au revoir. À ses côtés, Résursan reste calme, tandis que la jeune fille semble songeuse, toutes deux prêtes à le soutenir dans sa quête. De loin, ses alliés observent son départ avec une certaine fierté et espoir. Le héros s'inquiète pour Résursan, lui demandant si elle va bien. Celle-ci répond calmement qu'elle n'a pas froid du tout, apaisant ses doutes. Leur échange révèle une complicité silencieuse malgré les émotions sous-jacentes. Le héros appelle Résursan avec détermination, affirmant que c'est son devoir d'être là quand elle aura besoin de lui. La jeune fille, attentive, lui répond avec un léger sourire, prête à écouter ce qu'il a à lui dire. Une complicité silencieuse s'installe entre eux, renforcée par le vent qui agite leurs cheveux. Le héros lui assure avec un sourire sincère qu'elle peut toujours compter sur lui, quoi qu'il arrive. De son côté, la jeune fille, les yeux embués de larmes, semble profondément touchée par ses paroles. Leur lien se renforce dans ce moment d'émotion partagée. Les larmes coulent sur le visage de la jeune fille, témoignant de l'émotion profonde qu'elle ressent. Au loin, le héros et elle s'envolent ensemble à toute vitesse, laissant derrière eux un paysage vaste et montagneux. Leur départ symbolise un nouveau départ, empli de gratitude et d'espoir. Résur se détend dans un bain chaud, tandis que son ami veille à ce qu'elle ne prenne pas froid ou ne se sente pas étourdie. La chaleur de l'eau leur procure un moment de réconfort bien mérité. C'est au tour de Mon de rejoindre le bain, tandis que Résur s'assure qu'elle ne manque pas d'espace et qu'elle se sent bien. Mon exprime son plaisir d'être ensemble dans ce moment de détente. Les deux amis partagent un instant chaleureux, promettant de se baigner plus souvent ensemble. Mon confie à Résur combien elle la trouve impressionnante, admirant la force et l'honnêteté qui émanent de son ami malgré les lourds fardeaux qu'elle porte. Touché, Résur s'interroge sur cette reconnaissance, tandis que leur complicité se renforce dans ce moment intime. On apprend que quelqu'un croit profondément en Résur, même si elle doit s'adapter à ses nouveaux membres. Cette confiance la touche et la surprend. Pendant ce temps, un homme prépare quelque chose en cuisine, tandis que les deux amis échangent sur la régularité de ses visites au village et l'aide précieuse qu'il leur apporte. On apprend que l'homme sourit beaucoup plus qu'à son arrivée, signe d'un changement positif. L'ami rassure Résur en lui promettant qu'elles seront là pour les aider, pas seulement lui. Cette déclaration renforce leur soutien mutuel et leur solidarité. Ému, Résur remercie sincèrement son ami, bien qu'elle ne se souvienne pas clairement de tout. Leur complicité se poursuit dans un bain chaleureux où une enfant joyeuse vient les rejoindre, apportant une touche de gaieté et d'insouciance. Ce moment simple incarne pour notre héroïne la douceur et la chaleur d'une véritable famille. L'homme constate que les blessures de Résur sont presque guéries et décide de poursuivre les soins avec une simple pommade. Il propose aussi de lui couper un peu les cheveux pour qu'elle ne se remarque pas trop en ville. Résur accepte timidement, touché par cette attention. Les blessures de Résur s'estompent peu à peu, et son regard s'éclaire, devenant plus expressif.
Touchée par cette attention, elle remercie sincèrement l'homme qui prend soin d'elle, un nouveau lien de confiance semble se tisser entre eux. Le protagoniste retrouve du temps pour travailler à la boutique, tandis que Rézur se repose et recharge sa magie grâce à l'air ambiant. La nuit venue, il lui demande d'essayer d'utiliser de légères vibrations magiques pour stimuler la guérison de ses nerfs. Concentrée, elle tente de focaliser son pouvoir au bout des doigts, malgré la difficulté. Malgré la douleur post-opératoire, elle progresse mieux que prévu. Encouragé, le protagoniste lui conseille de continuer à pratiquer sa magie doucement. Pour la récompenser, il lui propose de partager des cookies apportés par Ansan. Le protagoniste félicite Rézur pour ses efforts et lui offre des cookies en récompense. Elle savoure avec plaisir ses douceurs, ce qui la motive encore plus à continuer sa rééducation. Déterminée, elle promet de faire de son mieux pour retrouver l'usage complet de son bras. Un mois plus tard, le protagoniste reprend avec Rézur les exercices pour le poignet et le coude, l'encourageant à continuer ses efforts. Déterminée, elle accepte de faire de son mieux, mais soudain, une réaction inattendue surgit alors qu'il commence à stimuler sa magie. Alors qu'il commence à stimuler la magie de Rézur, elle saisit soudainement sa main. Le surprenant, elle lui confie timidement qu'elle a ressenti des sensations dans sa main dès ce matin. Grâce à ses efforts constants pour pratiquer sa magie, le protagoniste, ému, la regarde avec étonnement et espoir. Les larmes aux yeux, elle exprime sa joie et sa surprise de pouvoir enfin serrer la main du protagoniste. Ce geste symbolique marque une étape importante dans sa guérison et ravive l'espoir chez les deux. Le protagoniste exprime son étonnement face au progrès rapide de Rézur, soulignant que c'est incroyable après seulement un mois de sa chirurgie. Rézur, humble, attribue ces améliorations à l'aide constante qu'il lui apporte chaque nuit, reconnaissant que ses propres efforts sont la clé de sa guérison. Leur échange reflète une profonde gratitude et un lien renforcé par cette épreuve partagée. Elle confie qu'elle a persévéré malgré la douleur, s'efforçant chaque matin de bouger ses doigts et continuant secrètement ses exercices même en étant seul ou au repos. Le protagoniste, ému, la remercie chaleureusement, reconnaissant sa détermination et le respect de sa promesse. Les larmes aux yeux, elle appelle doucement le protagoniste, lui demandant timidement s'il peut lui tenir la main un peu plus longtemps. Touché, il accepte sans hésiter, lui offrant tout son soutien. Leur lien se renforce dans ce moment de tendresse partagée. Une elfe, le regard empli d'inquiétude, appelle sa sœur aînée, cherchant désespérément sa présence. Elle se tient seule dans la forêt, la tension palpable, se demandant où elle a bien pu disparaître. Le protagoniste a retrouvé une bonne maîtrise de ses mains, ce qui lui permet de commencer à s'entraîner à manger seul. Encouragé, il exprime son désir de pouvoir manger de manière autonome. On lui apporte alors un bol de nourriture pour qu'il puisse s'exercer à son rythme. Le protagoniste a une cuillère fixée à la main pour l'aider à manger, et il demande l'avis de son accompagnatrice, qui trouve l'idée bonne. Il se fait guider pour approcher le bol, et avec un peu d'effort, il parvient à attraper un peu de nourriture. Encouragé, il sourit, fier de sa réussite. Avec détermination, elle se lance enfin, la cuillère tremblante mais prête à atteindre sa bouche. Son regard brille d'émotion tandis qu'elle savoure ce premier effort d'autonomie. Chaque petite victoire la remplit de fierté et d'espoir. Le protagoniste, rayonnant de fierté, s'exclame avec émotion qu'il a réussi à manger seul. Son regard brillant témoigne de sa joie et de sa détermination retrouvée. À ses côtés, son accompagnateur le félicite chaleureusement, renforçant ce moment de victoire partagée. Le protagoniste commente le goût des raviolis, expliquant qu'ils sont faits à partir de pâtes de poisson, et demande si elle n'a pas de mal à les avaler. L'accompagnatrice, un peu gênée, répond que ce n'est pas le cas, mais hésite à en dire plus. Voyant le bol presque vide, il lui propose avec enthousiasme une seconde portion. Rougissante et un peu gênée, elle confirme timidement qu'elle n'a pas de mal à avaler les raviolis. Son regain d'appétit semble être un signe encourageant de son rétablissement. À côté, la cuisine fume doucement, symbole de la générosité qui l'entoure. Notre héros pousse doucement la jeune femme en fauteuil roulant, lui demandant si celui-ci est trop instable pour elle. Elle répond avec un sourire qu'elle ne le trouve pas du tout gênant et ressent une atmosphère agréable autour d'eux. Ils sentent que la magie environnante est particulièrement forte, et ils décident qu'il est temps de déjeuner. Notre ami prépare un peu de soupe chaude qu'il tend à la jeune femme. Elle la reçoit avec gratitude, émerveillée par son odeur alléchante. Il remarque avec joie que ses doigts retrouvent peu à peu de la force. Alors qu'elle savoure la soupe, la jeune femme remarque soudain quelque chose et s'exclame avec surprise. Notre ami, intrigué, la regarde attentivement. Un petit animal curieux vient d'apparaître près d'eux, attirant leur attention.
Un petit écureuil curieux s'approche de la jeune femme, qui l'accueille avec un sourire complice. Notre ami observe la scène, intrigué par la familiarité entre eux. La jeune femme engage doucement la conversation avec l'animal, comme s'il faisait déjà partie de leur entourage. Notre ami et la jeune femme partagent un moment de calme, un sourire paisible illuminant leur visage. Le vent léger fait danser les feuilles autour d'eux, renforçant cette atmosphère sereine. Ils échangent un regard complice, prêts à continuer leur conversation. Elle exprime avec émotion son attachement profond à cet endroit et aux gens qui y vivent. Son regard brille de sincérité tandis qu'elle confie combien elle aime tout cela. Un sentiment de paix et d'appartenance se dégage de ses mots. La jeune femme confie avec douceur son désir profond de rester ici pour toujours, un rêve qui touche le cœur du protagoniste. Leurs regards se croisent, chargés d'émotion, tandis qu'elle exprime cette envie sincère d'appartenance. Une atmosphère tendre et pleine d'espoir enveloppe ce moment partagé. Soudain, une présence inquiétante surgit derrière le protagoniste, des mains décharnées s'agrippant à lui. Un petit animal aux grandes oreilles se redresse, alerté par la tension. La jeune femme, surprise, interpelle le héros en l'appelant Résurgent, avant de lui demander s'il a retrouvé la mémoire. Notre ami avoue qu'il n'a pas retrouvé la mémoire, s'excusant timidement. La jeune femme lui demande de ne pas s'excuser, exprimant son espoir qu'il puisse revenir dans sa ville natale grâce à une récupération progressive de ses souvenirs. Elle semble à la fois inquiète et pleine d'espoir, tandis qu'il lutte intérieurement avec ses émotions. La jeune femme rappelle au protagoniste qu'à leur première rencontre, il exprimait sans cesse son désir de retourner chez lui, même s'il ne s'en souvient plus. Elle souligne à quel point sa ville natale et sa famille doivent avoir compté pour lui. Ému, il avoue vouloir lui rendre tout ce qu'elle lui a apporté, tandis qu'elle le remercie sincèrement, refusant qu'il la remercie en retour. Notre ami, visiblement troublé, avoue à la jeune femme qu'elle ne l'a aidé à récupérer que pour ses propres raisons. Il lui demande alors, avec insistance, de l'écouter un moment, révélant une tension nouvelle dans leur relation. Notre ami révèle qu'il a perdu ses parents très jeunes et qu'il a été recueilli par un démon. Il décrit cet être comme quelqu'un de très gentil qui lui a beaucoup apporté et qui l'a conduit à rencontrer Adam. La jeune femme, surprise, commence à réaliser l'importance de cette histoire. Notre ami avoue qu'en grandissant aux côtés du démon, il est devenu un tueur. Cette révélation choque profondément la jeune femme, qui peine à y croire. Notre ami raconte que, à cette époque, les démons complotaient contre les Irudats au pouvoir, qui persécutaient les autres races. Son sauveur est devenu le chef de l'armée révolutionnaire, et malgré ses origines Iruda, il a été attiré par son esprit chevaleresque, traitant tous les peuples avec égalité. Choisissant de soutenir cette cause, il a volontairement rejoint leur rang, préférant agir en soutien plutôt qu'en guerrier. Notre ami révèle qu'il était autrefois un assassin. Il explique qu'il utilisait les araignées d'obsidienne pour créer des poisons destinés à ses missions. C'est à cette époque qu'il a commencé à acquérir ses connaissances en apothicairerie, complétées par sa magie de vibration, appelée Varuma. Son corps porte les cicatrices profondes d'un passé sombre, marqué par des combats sanglants contre les Irudats, les elfes, les nains et les hommes bêtes. Sous le prétexte d'une cause juste, il a tué tous ceux qu'il considérait comme des ennemis. Pourtant, il se battait avant tout pour sauver ses compagnons. Les mains du protagoniste sont maculées de sang, témoignant des actes violents de son passé. Malgré tout, il se souvient parfaitement de toutes ses cibles, hanté par ses souvenirs qui le lient encore à son histoire sombre. Pour réussir une mission d'assassinat, il faut connaître son ennemi dans les moindres détails, son emploi du temps, son lieu de vie, sa famille. Le protagoniste grave ces informations dans son esprit, augmentant ainsi ses chances de succès. Son premier objectif fut un Iruda, une figure influente de l'aristocratie. Le protagoniste découvre que le petit enfant de sa cible doit naître la semaine suivante. Pourtant, cette information ne change rien à sa détermination. Sans hésitation, il passe à l'attaque, tranchant violemment l'homme devant lui. Le protagoniste remarque un livre d'images posé sur une table proche du fauteuil où repose sa cible. Intrigué, il réalise que cet objet était destiné au futur petit enfant de l'homme. Cette découverte ajoute une nouvelle dimension à sa mission, confrontant son devoir à une réalité plus humaine. Le protagoniste lutte pour reprendre son souffle. Épuisé par ses efforts, il s'appuie contre un arbre, la fatigue le submerge, jusqu'à en vomir. Malgré tout, il se relève, conscient que ces moments difficiles sont fréquents dans sa quête. Le protagoniste empoisonne le café du haut fonctionnaire, sachant qu'il en boit toujours le matin. Le lendemain, il est incapable de supporter le goût du café, signe que le poison agit encore en lui. Le protagoniste abat un cavalier d'une flèche précise,
puis déclenche une explosion derrière lui pour semer le chaos. Il se jette ensuite dans la mêlée, tranchant ses ennemis avec une détermination sans faille. Son regard intense témoigne de la violence et de la résolution qui l'anime. Peu à peu, notre héros s'est insensibilisé à la violence de ses missions, ne ressentant plus rien après ses assassinats. Pourtant, les visages de ses victimes restent gravés dans son esprit, impossible à oublier. Le goût du café, quant à lui, est revenu à la normale, signe que le poison agit moins en lui. Une fois tout cela terminé, le protagoniste confie qu'il a utilisé ses connaissances et compétences pour devenir apothicaire. Il avoue que même le fait de sauver cette personne n'était qu'une manière de racheter ses propres péchés. Leur rencontre ce jour-là n'était qu'un hasard. Le protagoniste ressent comme un flash, un bref aperçu de tout ce qu'il a accompli. Il réalise que parmi toutes ses victimes, certaines n'ont jamais pu réaliser leur souhait le plus cher, retourner dans leur ville natale. Le protagoniste explique qu'il a failli succomber au poison, mais grâce à son expérience passée avec les poisons, il a pu créer un antidote rapidement. Il réalise que son passé et son présent sont indissociables, et qu'il ne peut simplement effacer ce qu'il a vécu. Le protagoniste avoue qu'il ne mérite pas d'être à ses côtés, il se considère simplement comme un hypocrite, incapable de prétendre à autre chose. Elle refuse catégoriquement l'idée qu'il soit un hypocrite et lui affirme avec émotion qu'à ses yeux, il est son sauveur. Cette déclaration bouleverse profondément le protagoniste, qui semble surpris par cette reconnaissance. Notre héros se confesse en se qualifiant d'hypocrite, tout en réfléchissant à l'homme qui prend soin de lui avec tant d'efforts. Malgré l'absence de souvenirs et la difficulté à reconnaître son visage, il ne peut s'empêcher de s'interroger sur ses véritables intentions. Une main tendue symbolise ce lien mystérieux et profond entre eux. Notre héros refuse avec force cette idée, affirmant que ce n'est pas vrai. Il réalise à quel point cet homme est bon, et que son cœur et son corps le savent parfaitement. Les souvenirs de leurs moments partagés résonnent en lui, révélant la profondeur de leur lien. Une jeune femme, les yeux brillants et le visage empreint d'émotion, déclare avec force que le protagoniste est son sauveur. Lui, surpris, la regarde intensément, marqué par la profondeur de ses mots. La jeune femme murmure un remerciement chargé d'émotion, mais le protagoniste reste distant, le regard baissé, comme inaccessible. Elle réalise avec désespoir que ces mots ne parviennent pas à toucher son cœur. Son visage trahit une profonde inquiétude et une douleur silencieuse. Notre héros est enveloppé dans un profond désespoir, figé dans sa douleur intérieure. La jeune femme, les larmes aux yeux, l'interroge avec inquiétude, cherchant à comprendre ce qu'il ressent vraiment. Malgré son trouble, il reste incapable d'exprimer sa souffrance, renforçant le silence qui les sépare. Notre héros, hésitant et troublé, tente d'exprimer ses sentiments à la jeune femme, mais reste emprisonné dans son silence. Elle, bouleversée, confesse avoir toujours ressenti au fond d'elle-même la bonté et la force de cet homme, même si cela ne serait qu'un acte de rédemption. Pourtant, elle réalise avec douleur que ses émotions pourraient n'être qu'un mensonge. Elle lui avoue, avec une tristesse palpable, qu'il vaudrait mieux qu'il passe moins de temps avec elle. Cette phrase résonne comme un mur entre eux, soulignant la distance qu'il a érigée autour de son cœur. Elle réalise que le mur qu'il a dressé autour de lui a toujours existé, même si elle avait choisi de l'ignorer jusqu'à présent. Incapable de bouger ou d'agir, elle se sent impuissante face à cette distance qu'il impose. Malgré tout, il propose de commencer à chercher son village natal, ajoutant une lueur d'espoir à leur situation. Il lui demande de lui dire si elle se souvient de quoi que ce soit, même un détail abstrait comme une odeur ou un paysage, car il veut rester à ses côtés, mais elle, submergée par l'impuissance, s'exclame avec frustration qu'elle ne peut pas rester sans rien faire et déclare sa haine de cette situation. Elle explose de colère, refusant de rester passive face à leur situation. Déterminée, elle crie qu'elle en a assez d'abandonner et exprime son désir ardent d'être à ses côtés, de le toucher. Cette déclaration intense révèle toute la force de son émotion et sa volonté de briser la distance entre eux. Notre héros, assis contre un mur brisé, exprime son désir profond de découvrir la véritable version de l'autre, celle qui se cache au-delà de cette barrière invisible. Son regard est empli de douleur et de détermination, tandis qu'une main tendue symbolise son espoir de rapprochement. Dans un élan intense, il affirme vouloir tout savoir, au-delà des limites qui les séparent. Un éclat lumineux entoure le protagoniste, reflété dans l'œil d'une autre personne, symbolisant la révélation de sa véritable nature. Son regard intense et déterminé exprime la force de sa volonté à se montrer tel qu'il est vraiment. Cette scène marque un tournant où la vérité commence à émerger, prête à briser les barrières invisibles entre eux. Le regard de l'autre s'ouvre soudainement, révélant une émotion intense et une surprise mêlée de larmes. Dans son œil,
l'image du protagoniste se reflète avec éclat, capturant toute son attention. Ce dernier, les yeux rouges profonds et les cheveux longs et noirs, est fixé avec une fascination mêlée d'incompréhension. La jeune femme, intriguée, demande si Résursan est un parent ou un ami. Notre héros, visiblement troublé, répond avec hésitation, cherchant à comprendre ce que cela implique vraiment. Son regard trahit une profonde confusion mêlée à une pointe d'émotion. La jeune femme, les larmes aux yeux, exprime avec émotion ce qu'elle a toujours imaginé du visage du protagoniste. Son regard brille d'une douce nostalgie tandis qu'elle murmure, touchée, ses pensées les plus profondes. Notre héros l'écoute attentivement, partagé entre surprise et tendresse. Notre héros, bouleversé, demande avec une voix tremblante si Résursan peut vraiment voir. La jeune femme, en larmes mais souriante, confirme avec émotion qu'elle voit parfaitement, appelant le protagoniste par son titre avec une sincérité touchante. Ses larmes coulent, témoignant de la profondeur de ses sentiments et de la clarté de sa vision. Les larmes coulent abondamment sur le visage de la jeune femme, témoignant de son désespoir profond. Une goutte tombe lentement sur la main du protagoniste, symbole de sa vulnérabilité. Elle le supplie avec une voix chargée d'émotion, lui demandant de ne pas l'abandonner. Notre héros, les yeux embués de larmes, exprime avec émotion sa joie profonde. La jeune femme, elle aussi en larmes, reconnaît avec tendresse la nature sincère et bienveillante de celui qu'elle admire. Leur regard, chargé de sentiments, scelle un moment d'intimité bouleversant. Ses larmes coulent encore, mais un sourire illumine son visage tandis qu'elle affirme que sa bonté et son bonheur ne sont pas des mensonges. Le mur qui les séparait vient de tomber, scellant un miracle entre eux. Leur lien, désormais brisé, laisse place à une nouvelle complicité pleine d'espoir. Notre ami découvre pour la première fois l'atelier et se fait guider à travers les différentes pièces, la boutique, la cuisine, puis le jardin à l'arrière. Chaque espace respire la simplicité et la chaleur d'un lieu de vie paisible. Ses yeux brillent d'émerveillement devant ce cadre accueillant. Notre ami exprime à quel point cet endroit lui plaît, un sentiment partagé par la jeune fille qui l'accompagne. Leur échange, teinté d'émotion, révèle une complicité naissante entre eux. Alors qu'ils commencent les exercices de rééducation, la jeune fille tremble légèrement en tenant la main du protagoniste, troublée par ses sentiments naissants. Malgré ses efforts pour rester concentrée, son cœur s'emballe à chaque regard échangé. Lorsqu'il l'aide à se lever doucement, elle perd l'équilibre, déclenchant une réaction rapide et protectrice de sa part. Alors qu'il l'aide à se relever, elle perd soudain l'équilibre, ce qui l'inquiète vivement. Notre ami la retient rapidement, tandis qu'elle s'excuse, confuse et gênée par cette maladresse. Notre ami s'inquiète de ne pas lui avoir fait mal, tandis qu'elle s'excuse en expliquant que son pied a glissé aussi. Soudain, submergée par l'émotion, elle éclate en larmes, affirmant qu'elle n'a pas besoin de se relever. Cette réaction surprend vivement notre héros. Submergée par ses émotions, elle se force à reprendre le contrôle, consciente que l'apothicaire fait tout pour l'aider à guérir. Elle se rappelle qu'elle doit apprendre à ne pas toujours dépendre des autres, malgré la gêne qui l'envahit. Elle se regarde dans le miroir, déterminée à soutenir l'apothicaire, même si ce n'est pas encore possible. Dans son esprit, elle se promet de tout faire pour qu'il ne prononce plus jamais de paroles aussi douloureuses. Soudain, elle est surprise par l'arrivée inattendue de quelqu'un qui vient la chercher. Un homme apparaît, annonçant la venue de visiteurs pour elle. Il lui demande doucement de fermer les yeux, tandis qu'elle est poussée en fauteuil roulant vers l'extérieur. Les larmes aux yeux, elle est invitée à ouvrir les yeux pour enfin rencontrer deux personnes importantes, Hansan et Monchan, que son cœur reconnaît déjà. Un sourire chaleureux accompagne cette révélation, empli d'espoir et d'émotion. Les retrouvailles tant attendues éclatent en émotion, avec des larmes de joie et des sourires radieux. Hansan et Monchan offrent un bouquet de fleurs, témoignant de leur affection et de leur soutien inébranlable. Leur présence réchauffe le cœur de notre héroïne, lui insufflant un nouvel espoir. Touchée par ce geste, notre héroïne reçoit un bouquet de fleurs offert par Hansan et Monchan, qui ont tenu à lui témoigner leur joie de l'avoir guérie. Émue aux larmes, elle les remercie chaleureusement. L'atmosphère se détend alors, et une invitation à partager un repas ensemble est lancée, promettant un moment convivial. Dans une ambiance chaleureuse, une petite fille complimente les yeux de notre héroïne, les trouvant bien plus jolis que ceux de Monsieur Apothecary. Cette dernière, un peu gênée, tente de répondre timidement. Pendant ce temps, dans la cuisine, une conversation sérieuse s'engage sur la préparation des repas, avec une question sur la quantité à couper, à laquelle on répond affirmativement. Notre ami semble s'amuser davantage que d'habitude, ce qui intrigue fortement notre héroïne. Deux jeunes filles l'observent avec étonnement, se demandant si une relation amoureuse pourrait naître entre eux. Leur excitation est palpable,
tandis qu'une autre fille affiche un sourire rêveur en imaginant cette possibilité. Notre héroïne est prise de court lorsqu'on lui fait remarquer son intérêt pour le duo, ce qui la fait rougir et bafouiller. Elle nie rapidement être affamée, mais sa réaction trahit son trouble. Pendant ce temps, le protagoniste, en cuisine, remarque leur agitation et décide de se dépêcher pour préparer le repas. Le repas est enfin prêt et le protagoniste propose de s'occuper du rangement pour laisser les deux jeunes filles partir. L'une d'elles, un peu déçue de ne pas rester plus longtemps, est invitée à revenir quand elle le souhaite. Notre héroïne, surprise, hésite avant de répondre timidement. L'une des filles, avec un air sérieux, interroge timidement la protagoniste sur une possible relation amoureuse entre elle et le pharmacien. Surprise et embarrassée, notre héroïne rougit et bafouille, tandis que le protagoniste, de dos, entend la question et s'inquiète. La jeune fille exprime sa colère envers le protagoniste, lui reprochant de ne rien avoir fait et de ne pas avoir expliqué correctement la situation. Le héros, surpris et confus, tente de se justifier maladroitement. Finalement, elle abandonne, lui ordonnant de retourner faire la vaisselle, tandis qu'une autre fille observe la scène, visiblement gênée. La jeune fille explique timidement qu'elle a déjà un mari, souvent absent à cause de son travail. Gênée, la protagoniste s'excuse maladroitement pour sa question. L'autre fille, souriante, la rassure en posant doucement la main sur sa tête. L'autre fille pose doucement la main sur la tête de la protagoniste, lui expliquant que cela montre à quel point elle tient au pharmacien. Timidement, notre héroïne admet que c'est vrai, rougissante mais sincère, elle confie ensuite combien il est gentil et combien il compte pour elle, presque comme un sauveur. La jeune fille exprime son désir de progresser, avouant qu'elle peut désormais utiliser un peu sa main alors qu'avant elle était totalement impuissante. Elle veut pouvoir faire davantage pour aider le pharmacien qui compte tant pour elle. Déterminée, elle insiste sur son besoin de se dépêcher afin d'être utile à ses côtés. Après la fête avec Anémone, notre héros propose à Reszurir une part de tarte au fromage encore disponible. Elle accepte avec enthousiasme et savoure chaque bouchée, émerveillée par l'équilibre parfait entre douceur et salinité. Leur échange révèle combien elle apprécie ses saveurs, malgré la portion qui diminue rapidement. À travers les yeux rouges de Monsieur Apothecary, notre héroïne se voit reflétée, se comparant maladroitement à un écureuil avec ses joues gonflées, tandis qu'elle rumine sur son âge et la différence avec Mon. Le protagoniste lui propose une autre bouchée, suscitant une hésitation touchante. En parallèle, il se remémore la première fois qu'il a vu Anne, admirant sa beauté et son élégance naturelle même dans ses manières à table. Elle finit par avouer, essoufflée et gênée, qu'elle en a assez pour aujourd'hui, remerciant timidement pour le repas. Le protagoniste, surpris, laisse tomber sa fourchette, pris au dépourvu par cette réaction inattendue. Inquiet, le protagoniste s'empresse de vérifier si elle va bien, s'interrogeant sur une possible fièvre ou perte d'appétit. Elle répond timidement qu'elle se sent juste un peu chaude, tandis que son pouls rapide alerte encore plus notre héros. Malgré ses tentatives pour comprendre, elle semble troublée, peinant à exprimer ce qu'elle ressent vraiment. Elle bafouille, embarrassée, en essayant d'exprimer ses sentiments contradictoires. Malgré son trouble, elle avoue qu'elle respecte profondément Anne-San, ce qui surprend le protagoniste. Son émotion est palpable, mêlée à une pointe de gêne qu'elle peine à cacher. Le protagoniste, un peu gêné, insiste sur le fait qu'il est sérieux en lui parlant. Il lui explique qu'elle n'a pas à s'inquiéter, car elle possède ses propres charmes, différents de ceux d'Anne-San. Cette révélation la déstabilise, son cœur battant fort face à cette nouvelle perspective. Le protagoniste lui confie qu'il a vu ses progrès depuis le temps où elle avait du mal à manger. Touché par ses efforts pour avancer, il avoue que cela le rend heureux. Malgré son émotion, elle essaie de protester, mais il lui offre doucement un morceau de gâteau, l'encourageant à accepter. Émue et encouragée, elle accepte enfin de goûter le gâteau, un sourire radieux illuminant son visage. Chaque bouchée la remplit de bonheur, et elle promet de tout manger sans rien laisser. Le moment est doux, empreint d'une nouvelle confiance entre eux. Notre héros s'affaire à préparer des remèdes tout en étudiant avec concentration. Malgré sa fatigue, il continue de travailler sans relâche, distribuant ses préparations avec soin à une cliente reconnaissante. Une jeune fille remarque combien l'apothicaire est toujours occupé, témoignant de son dévouement constant. La jeune fille, pensive, exprime son souhait de pouvoir aider notre héros. Un oiseau vient se poser près d'elle, attirant son attention. Avec douceur, elle s'adresse à lui, reconnaissant son inquiétude tout en assurant qu'elle va bien. Un visiteur frappe à la porte et appelle notre héros, qui se précipite pour ouvrir. Inquiet, il s'inquiète immédiatement en voyant l'homme blessé qui explique avoir fui un ours. Notre protagoniste se propose aussitôt de s'occuper de ses blessures.
notre héros soigne attentivement la blessure de l'homme, tout en évoquant les perturbations récentes du flux magique qui expliqueraient la recrudescence de monstres. L'homme, inquiet, confie qu'il est habituellement prudent, mais cherche des conseils pour éviter ces bêtes dangereuses. Le protagoniste réfléchit aux étranges sensations ressenties dans la forêt, liées à cette magie troublée. Soudain, une mélodie douce emplit l'air, portée par la voix apaisante de l'elfe. Le petit oiseau sur sa main semble enchanté, tandis que notre héros, surpris, ouvre grand les yeux. L'elfe apprend avec surprise que les marchands ambulants sont eux aussi victimes d'attaques. L'homme confirme qu'ils lui ont demandé des conseils pour éviter les monstres, rappelant que son chant a éloigné l'ours plus tôt. Réfléchissant, elle réalise que sa voix a bien repoussé la bête au moment où elle a commencé à chanter. L'elfe explique qu'elle ressentait clairement la peur de l'ours, contrairement à la froideur tranchante du son perçu par le protagoniste. Elle imagine qu'en transmettant cette sensation de « ça ira », ni la bête ni eux n'auraient à s'inquiéter. Le héros, touché, baisse la tête, gêné. Le héros explique qu'il existe des pièges dans les ruines qui font crier une mandragore. En réfléchissant, il propose de créer quelque chose de similaire en utilisant les vibrations de sa magie Aruma, car le son n'est après tout que des vibrations dans l'air. L'elfe, surprise, réalise soudainement l'idée. Le héros demande à l'elfe de l'aider à créer ce mécanisme sonore. Émue et enthousiaste, elle accepte avec joie, déterminée à être utile à l'apothicaire. Touché, il la remercie chaleureusement. Le héros présente à l'elfe un étrange cristal, expliquant qu'il s'agit d'un noyau de mana solide. Il détaille sa méthode habituelle d'ajout de fines particules à ses potions pour en renforcer les effets, mais cette fois, il compte y graver un cercle magique pour reproduire les vibrations de son chant. L'elfe, intrigué, demande si elle doit simplement chanter dans ce cristal. Le héros rassure l'elfe en lui expliquant qu'il peut gérer l'intégration des vibrations, et qu'elle n'a qu'à chanter normalement. Émue, elle réalise qu'elle peut enfin être utile à ses côtés, ce qui la remplit de détermination. Touché, il lui confie la tâche avec confiance. L'elfe chante avec émotion, rayonnant de bonheur à l'idée de pouvoir enfin aider ceux qui l'entourent, qu'il s'agisse de l'apothicaire, des personnes en détresse ou des animaux apeurés. Son chant s'élève, vibrant de sincérité et de gratitude. Le héros explique qu'en canalisant la magie dans le cristal, le chant pourra être reproduit par d'autres. L'elfe, surprise, confie ressentir une étrange nostalgie malgré l'absence de souvenirs liés à cette mélodie. Enthousiaste, il propose de fabriquer plusieurs cristaux à vendre aux marchands ambulants, et elle accepte avec enthousiasme. Le héros remercie sincèrement l'elfe, tout en se demandant pourquoi il a hésité un instant. Il se rappelle que cette invention aide les gens tout en rapportant de l'argent, ce qui est une bonne chose. Pendant ce temps, l'apothicaire, toujours très occupé, continue son travail acharné, économisant chaque pièce pour ses soins. Le héros, surpris par l'attitude de l'elfe, lui demande ce qui ne va pas. Elle semble soudainement troublée, son regard se voile d'émotion alors qu'elle lutte pour exprimer ce qu'elle ressent. L'elfe, visiblement bouleversée, tente difficilement de mettre des mots sur ses sentiments. Elle avoue qu'elle veut aider le héros, mais lutte pour exprimer clairement ce qu'elle ressent. Malgré son trouble, elle est déterminée à lui dire la vérité. L'elfe, le visage empreint d'émotion et d'hésitation, ose enfin poser la question qui lui pèse. Pourrait-elle travailler aux côtés du héros dans son atelier? Son regard trahit son désir sincère d'aider, malgré la difficulté à exprimer ses sentiments.